Jasminton. 50 000 recherches sur Amazon en décembre sur ce produit, ce qui est très très gros. Ils ont fait plus de 2 millions de ventes en décembre. Les marges sont faciles 50%, 1 million de profit sur décembre. Celui qui vraiment brasse beaucoup d'argent, c'est le 4 milliards de revenus. T'as pas les profits, mais on dit ça doit être démentiel. Et ce qui fait toute la différence, c'est qu'il... Dans cet épisode, comment créer votre propre sport et gagner 4 milliards, pourquoi l'inflation c'est cool et les conseils de parentalité non conventionnels. Paul, j'attends un truc du niveau du demi-shot. D'ailleurs, peut-être que le demi-shot pour les enfants, c'est pas mal. C'est pas ils sont fatigués. Ça se faisait avant, ça s'est arrêté, mais ça c'est politiquement correct. Ça c'est perdu, hein, ouais, c'est... Les bonnes traditions. Ça se perd. Ok. Comment créer un sport ? Déjà, est-ce que tu as déjà pensé à créer ton sport ? Est-ce que ça t'est déjà venu en tête Déjà, moi, j'ai à peine pensé à faire du sport, donc Ok. il va falloir commencer. Moi, quand j'étais gamin, je me disais, on doit faire un sport, tu sais, avec les ballons de baudruche. Faut Ouais. pas que ça touche le sol, tu vois. Je sais pas si tu joues avec ton cousin ou autre, avec les Je ballons de joue, baudruche, je t'en joue vois. aujourd'hui avec ma fille, j'ai joué ce matin. Excellent jeu, vraiment C'est fun. Keep Uppy, popularisé par Bluey. Keep you happy. Et en fait, c'est un vrai sport maintenant. Donc, sur YouTube, non, sur YouTube, tu vas voir. En fait, il crée un faux salon, une sorte de Ok. ou une fausse cuisine. Et en fait, tu dois jouer. Et les mecs, c'est des sportifs. Ils ont des protèges, tu sais, des protèges genoux, tout le bordel. Et il y a des vidéos qui font des centaines de vues là-dessus. Attends, explique-moi, du coup, pourquoi c'est dur ? Parce que c'est assez facile, du coup, de le garder en l'air, ton ballon. Bah, tiens, en plus, la règle, t'as pas le droit de smasher. T'as pas le droit que le mouvement. Et donc, il y a même tu sais, la replay où il regarde, est-ce qu'il a fait un mouvement où il a amené la balle vers le bas ou autre. Mais en fait, justement, tu peux feinter, tu peux bloquer. Il y a plein Donc, de. il y a deux équipes. Il y a plein de meubles. C'est 1 contre 1. Et le but, c'est de garder le truc en haut. Vous pouvez regarder, je sais pas c'est quoi le nom, mais Ballon de Baudruche sur YouTube, vous trouverez. Il y a quelques gros youtubeurs français qui l'ont fait parce que ça fait du bon contenu aussi. C'est Ok, intéressant. Ouais. Notamment, je crois, il y en a un qui s'appelle Hit the Road qui l'a fait, Ok, un français. ouais, je vois. J'ai regardé rapidement, il y a eu une grosse controverse sur le fait que le tricheur espagnol aurait triché. Le joueur espagnol aurait triché. Et que l'arbitre, il était plus ou moins impliqué avec l'équipe espagnole. Dans la Des vidéo sombres histoires. de Hit the Road. C'est ça, ouais. Ok. Donc c'est tout un truc. Mais du coup, bon, à part ce sport-là, j'ai jamais vraiment pensé. Et notamment, on a joué récemment au paddle. Et paddle, c'est un peu un truc qui est sorti nulle part, toi. Ça a été créé dans les années 60, puis pendant 40 ans, il s'est quasiment rien passé. Les gens jouaient un peu en Espagne, en Argentine, et d'un coup, ça a explosé. Donc, explique ce que c'est le paddle, parce que moi, je pense que j'en ai entendu parler il y a genre 6 mois, 1 an. En fait, c'est une sorte de mini-terrain de tennis. Et la différence, c'est que tu as des murs de chaque côté, donc ça peut rebondir, et après, tu peux continuer à jouer. Je pense que c'est la meilleure manière dont je peux décrire. Et donc, ça a bien explosé. Et autant le paddle, je pense que ça a explosé de façon relativement organique. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un gros push. En fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de sports qui sont créés de façon assez artificielle, et donc j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, le niveau 1, je le mentionne juste pour le fun, mais il y a un vendeur Amazon que je connais, qui s'appelle Molson Hart. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des trucs de raquettes de plage. Un produit très générique, il existait déjà, toi. Et en fait, il l'a brandé comme étant un nouveau sport. Et au lieu du badminton, il l'a appelé le goodminton. C'est génie. Il a fait 0 promotion dessus, toi, donc il n'a pas parlé. Ouais. Et en slogan, il a appelé le jeu de raquette le plus facile au monde. Ce qui est bien comme slogan, tu vois. Et en 10 ans, c'est 10 ans qu'il vend. Il a vendu pour plus de 3 millions de dollars de ce produit. Et avec les recherches qu'il a sur Amazon, qui sont liées directement à la marque, du coup, Goodminton, il a environ 500 ventes assurées par mois. Donc ça peut durer encore des années. Et je pense que ça marche avec une sorte de petit bouche à l'oreille. Donc les gens demandent qu'est-ce que tu fais ? Je joue à mon Goodminton. Alors que s'il avait appelé son produit le DK331, serait pas. Là, il a fait semblant que c'est son sport. C'est pas un vrai truc. Par contre, Goodminton, putain de non, quoi. Incroyable, non ? Incroyable non. Et du coup, c'est exactement comme les raquettes de plage avec une petite balle ou quoi ? C'est ça, avec un petit volant un peu. Mais un truc qui existe déjà. Ok. Il y a 36 Chinois qui le vendent. C'est pour ça que, notamment via Amazon, c'est un peu un problème parce qu'en fait, quand tu tapes sa marque, tu trouves exactement la même chose à côté, tu vois, qui s'appelle pas Goodminton, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu compliqué de ce point de vue-là parce qu'il n'y a rien de vraiment unique. Mais encore une fois, ça lui a suffi pour faire quand même pas mal de ventes avec le temps. Donc ouais, c'est une idée. Tu prends un produit générique, juste tu le brandes comme étant un sport en tant que tel. Et ça peut être un petit bonus. Le deuxième niveau, beaucoup plus intéressant, c'est un produit qui s'appelle le Jasminton. Je sais pas si tu as déjà vu. Est-ce que tu veux essayer de le décrire pour nous Je sais absolument pas ce que c'est, donc tu joues au badminton, mais En fait, c'est une sorte de filet avec de la musique. large, mais qu'un Ok. trou même au milieu, en fait. Et donc, notamment, ça te force à jouer à travers le trou du filet pour éviter que la balle, elle parte dans tous les sens. Tu vois. Et là, c'est beaucoup plus impressionnant parce qu'il y a 50 000 recherches sur Amazon en décembre sur ce produit, ce qui est très, très gros. Ils ont fait plus de 2 millions de ventes en décembre.
À mon avis, les marges sont faciles 50%. 2 millions de dollars de vente. Ouais, en décembre, ouais. Ok. Ils ont fait, à mon avis, ils ont des très grosses marges, donc à mon avis, il y a facile 1 million de profits sur décembre. Et c'est un mec qui en est pas à son premier coup, en fait. Il a une boîte qui fait ça, en fait, qui crée des jeux et ensuite qui les popularise. Et en ce moment, ça semble être leur gros truc, le Jazzminton. Ok. Et ça coûte assez cher parce que le set de départ que tu as mis en lien de Jazzminton, il coûte 200 dollars. C'est ça. Donc tu as le filet avec un trou au milieu. Donc en fait, c'est juste un carré sur un trépied. Tu as 2 balles, tu as 6 volants. Parce que est-ce que tu as déjà essayé de jouer à des sports de raquettes un peu en intérieur, toi, chez toi? En fait, le bordel, c'est que la balle elle part partout, tu vois. Et après, c'est galère. Tu vois, là, justement, ça te force à jouer dans un espace réduit. Ouais, parce tu dois toujours mettre la balle dans le carré. Donc, il a inversé la logique. Ouais, ok. Ce qui est assez malin. Du coup, c'est assez malin. Mais effectivement, le pricing, il doit avoir pas mal de marge. Il a des bonnes marges. Ouais. Et il a une très très grosse présence en magasin. Donc je pense qu'il fait beaucoup plus de ventes en magasin qu'en. Et pareil, ça, je pense, parce que vu qu'il a lancé des jeux avant, il doit avoir des contacts dans les magasins aux US pour lancer le jeu. Et parce que je me suis dit, ça se comprends du coup pourquoi ça s'appelle Jazzminton. Parce qu'il y a un truc, c'est sympa. J'ai lu, il m'a dit, ouais, Jazzminton, ça sonnait bien. Okay. Ce qui n'est pas incroyable, je suis d'accord. C'est moins bien que le Goodminton. Honnêtement, il devrait inverser. Et le mec qui a inventé un concept, il devrait s'appeler ça le Goodminton. Ouais. J'ai regardé, en fait, il fait très peu de promos en ligne. Donc, ça semble vraiment être un film assez organique où ça doit apparaître dans les magasins, les gens se posent des questions. Et donc, sur son site, il est passé sur Fox News, USA Today, ABC News. En fait, c'est un truc qui doit être extrêmement efficace sur les médias parce que c'est très visuel. C'est ça. Effectivement, on voit que... quelques vidéos de les commentateurs qui jouent, toi, sur le plateau, sur le truc, quoi. Et on voit qu'il a du coup sur son site une vidéo où les gens ils jouent dans la maison. Et du coup, il dit, OK, t'as pas besoin d'avoir une grosse hauteur sur le plafond parce que tu joues juste sur le filet. Et aussi, t'as pas besoin d'avoir des lignes autour, en fait. Parce que tant que ça fait passer là, t'as pas besoin d'avoir un terrain. Tu peux mettre ça absolument n'importe où. Donc, c'est assez smart, en fait. Tout est en un. Alors qu'en fait, en badminton, si t'as pas de terrain, tu peux pas vraiment jouer de manière concurrentielle. Compétitive. Et aussi, quand tu joues à la maison, ça peut être aussi un truc d'activité. Tu as toute la famille qui vient à Noël, qui joue. Et dit, c'est quoi ce truc-là? C'est Jazzminton. Tu peux jouer à la plage, tu peux jouer aussi dans ton jardin, devant ton garage. Même si je pense qu'à la maison, c'est quand même un coup à péter ta télé. Hein. Il faut faire gaffe quand même. Ouais. Donc, on passe encore au niveau au-dessus. Mais niveau au-dessus, un peu différent, mais qui est vraiment intéressant pour moi. Est-ce que tu connais le tech ball? Non. Tu n'es pas au courant de tous les nouveaux sports. Alors, tech ball, c'est vraiment un délire. J'ai à peine d'entendre parler du paddle, mec. Sur YouTube, tech ball, tu tapes, en fait, c'est TEQBA2L. Et en fait, c'est une sorte de table de ping-pong un peu, avec un peu une courbe descendante. Et tu joues avec tes pieds. Donc, en fait, avec un ballon de foot. Voilà, attends, donc, en fait, c'est comme si tu faisais des jongles, en fait. Tu fais des jongles et c'est 2 joueurs de chaque équipe qui doivent donc rechercher ça par eux-mêmes. J'aurais du mal à l'expliquer. Non, table de ping-pong, tu joues au foot. Ping-pong au foot, ouais. Donc, ils ont une table qui ressemble exactement à une table de ping-pong, mais effectivement, elle est courbée. Ça a l'air impossible. Ils ont choisi. C'est juste un truc pour la télé, c'est impossible. Exactement, ils ont choisi l'approche opposée d'une à Jazzminton. Jazzminton, le but c'est que tout le monde peut y jouer. Toi, t'es un enfant, tu peux jouer, t'es une grand-mère, tu peux jouer, peu importe. Tech ball, faut être très 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 bon pour pouvoir faire des points. Toi. Nous deux, on nous met là-dessus, il y a rien qui se passe. Et donc j'ai regardé, et en fait, ils ont seulement 5000 joueurs dans le monde, ce qui est ridicule, tu vois. Par contre, ils sont genre dans 100 pays et quelques. Et en fait, la stratégie, ça semble être un truc où c'est purement visuel, toi. C'est très impressionnant à regarder. Tu vois, ils font des smash, ils font beaucoup de retournées, c'est très impressionnant. Ils ont en gros, j'ai l'impression, limite distribué dans chaque grosse capitale de chaque pays, 1 ou 2 tables, pour qu'en gros, les joueurs de foot de ce pays qui sont pas suffisamment bons pour être pros aient un truc où ils puissent être les meilleurs, toi. Et ensuite, ils organisent des compétitions internationales tous les 2-3 mois, et qui, elles, chopent pas mal de vues, parce qu'il y a l'aspect pays contre pays, donc t'es curieux de savoir comment la Thaïlande a fait contre le Danemark, ou peu importe. Et encore une fois, parce que visuellement, ça a de la gueule, quoi. Et que ça intéresse, tous les gens qui s'intéressent au foot, ils peuvent être sensibles à ce niveau-là de jongle et de maîtrise du ballon, quoi. Et donc, ils ont fait 65 millions de revenus l'année dernière, la boîte qui gère ça. Et ils sont rentables. Et en fait, la manière dont ils monétisent, ça semble être purement du sponsorship. Dire, allez voir Adidas. Vous avez vu ce qui est Gayfou, vous avez coup de pied retourné. Est-ce que vous voulez qu'il ait les chaussures Adidas ou les chaussures Nike, toi? Et j'ai l'impression que c'est purement là-dessus, ce qui est assez intéressant. Parce qu'en fait, ils se sont dit, on s'en fout que les gens y jouent vraiment. C'est purement un truc à regarder, quoi. Et ouais, c'est une autre approche que je trouve assez intéressante. À voir combien de temps ça peut durer. Mais notamment, Thaïlande, ils sont assez bons parce que Thaïlande, tu sais, il y a la culture du... Je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, la petite balle jaune, un peu, qui de base était fait en osier. Et ils jouent à ça, tu les vois jamais jouer de temps en temps. Qui jonglent, en fait. À 4-5, quoi. Et donc, ils sont assez bons dans ce sport, au final. Et ensuite, on passe au niveau 3. Je les ai mis ensemble, paddle et pickleball, parce qu'ils ont pris le même nombre de joueurs, environ 30 millions. Les deux, c'est des sports qui ont été créés dans les années 60, donc c'est pas des sports récents. Ce qui semble avoir fait exploser,
c'est en grande partie la pandémie. Et je pense qu'il a fait que ça fonctionne, il y a plusieurs trucs. C'est une expérience plus sociale que le tennis notamment, parce qu'en fait on compare beaucoup au tennis. Parce que déjà t'es 4 joueurs, donc ça fait plus de monde. Et t'as aussi ces couillons, mais en fait le terrain fait que tu peux te parler en fait. Alors que sur un terrain de tennis, t'échanges rien, toi. Tu parles quand t'as fini le point, mais tu peux pas vraiment parler pendant. C'est aussi là une perte de vitesse de façon générale du tennis. Alors en fait, il y a moins de joueurs de tennis, mais il y a un plus grand attrait pour le tennis. C'est ça qui est intéressant. Notamment beaucoup pour les femmes, parce qu'il y a le côté un peu l'esthétique de la joueuse de tennis, le truc all money, tout ça. En fait, ma copine, elle tombe tout le temps là-dedans. Les casquettes. Mais je pense que ta copine doit te parler un peu. Elle tombe là-dedans, elle dit ouais, il faut qu'on teste le tennis, il faut qu'on teste le tennis. Moi, j'ai joué une fois dans la vie. Je dis vas-y, on va tester. On y allait, on a joué 2-3 fois. Et le problème, c'est que la balle revient jamais, tu vois. En fait, pour quelqu'un qui a jamais joué, c'est déjà très compliqué. Pour une fille, en plus, toucher la balle, le renvoyer. C'est ça, faut se déplacer beaucoup, faut un peu de force. Alors que paddle, tu cours quand même beaucoup moins, quoi. Tu cours beaucoup moins. Peut-être 2 mètres de chaque côté où tu dois aller. La balle va moins vite. Et donc, tu as un côté où simplement les gens qui peuvent pas faire du tennis, d'un coup, peuvent faire du paddle ou du pickleball. Donc en fait, ça prend un peu le truc du tennis, mais ça le rend plus accessible, je pense. C'est ça. Aussi, ce qui est malin avec ça, c'est qu'en fait, que ce soit le pickleball ou le paddle, ils ont été conçus, je pense que c'est pas un hasard, pour qu'en gros, 4 terrains de paddle ou 4 terrains de pickleball, ça soit après la taille d'un terrain de tennis. Donc il y a aussi beaucoup de ça, en fait, des terrains de tennis qui étaient un peu à l'abandon ou qui étaient sous-utilisés, qui ont été reconvertis en terrain de paddle, ce qui est aussi beaucoup plus rentable, en fait, parce que du coup, tu peux louer 4 terrains potentiellement au lieu d'un. Sur lequel, à chaque fois, il y a plus de monde. Et sur lequel tu divises par 4 personnes plutôt que par 2, toi, potentiellement. Quelle est la différence entre le paddle et le pickleball? On a dit que le paddle, c'est un terrain de tennis plus petit, tu rebondis sur les murs. Le pickleball, c'est un terrain de tennis plus petit, mais tu rebondis pas sur les murs. C'est en fait, le paddle, c'est comme un sport assez différent de tennis, notamment parce que ça rebondit et que ça peut jouer très très fort, tu vois. Pickleball, tout le truc, il a été conçu pour que ce soit un truc pour les vieux, en gros. En fait, t'as une raquette où tu peux pas mettre trop de puissance, donc c'est impossible de smasher quasiment. Tu peux mettre trop de puissance sur la raquette parce que sinon ça part tout de suite hors terrain. Ça part pas du tout. Il se passe rien. En fait, c'est vraiment, le bruit, il est un peu de touc, touc. Enfin, en fait, ils ont conçu la balle et la raquette pour que tu puisses pas mettre de puissance. Donc c'est vraiment tout en douceur, tout en placement. Il se passe rien en fait. Ça envoie pas. Ils ont dépassé les lois de la physique. Comment c'est possible que si tu tapes sur une balle avec une raquette, elle part Parce que je pense que la raquette est pas très rigide et la balle elle-même est assez légère. Et donc du coup tu peux voir des points et en fait tu n'arrives pas à smasher. C'est un bruit assez désagréable d'ailleurs à écouter. Mais du coup le pickleball c'est vraiment orienté dans beaucoup de personnes âgées. Aux US ça a explosé. Ils ont 30 millions de personnes et c'est le sport. Maintenant c'est le sport populaire. En un an c'est passé le sport populaire pour tous les gens de plus de 55 ans aux US. Donc ça a explosé très très rapidement. Et donc, autant paddle, ça semble avoir été relativement organique. Notamment, paddle, c'est quand même plus un truc européen actuellement. Autant pickleball, il y a eu des gros endorsements, notamment LeBron James. En fait, il y a Tom Brady, il y a les plus grosses stars américaines qui ont dit « Ouais, je kiffe le pickleball ». Et je me suis demandé pourquoi. Ils ont été payés pour c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est assez organique, dans le sens où pour eux, c'est un bon sport pour pas risquer de se blesser, tu vois. Juste pour jouer tranquillement. Et eux, c'est un peu leur jeu de récup, tu vois. Ils veulent s'amuser. Mais deux, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu des parts dans la ligue, la nouvelle ligue de pickleball, en fait. Donc l'idée, et ces joueurs professionnels américains, je pense qu'ils ont une conscience assez aiguë de la valeur d'une ligue, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui est populaire, c'est pas le basketball populaire, mais ce qui vraiment rapporte de l'argent, c'est la NBA, tu vois. NFL, NHL, pareil. Donc ils disent, putain, il y a un nouveau sport qui est en train de se créer, il y a une ligue qui est en train de se créer, avoir des parts, ça pourrait être intéressant. Et je pense que c'est un truc à faire si tu crées un sport, que tu le rends notamment compétitif, et que tu crées une ligue, une fédération, c'est de donner des parts à des sportifs dans d'autres sports pour qu'ils y jouent. Ça me paraît intéressant. Donc on a paddle pickle. Ensuite, on a niveau 4, celui qui vraiment brasse beaucoup d'argent. C'est le CrossFit. 4 milliards de revenus. T'as pas les profits, mais on dit que c'est démentiel. Et ce qui fait toute la différence, c'est qu'ils possèdent vraiment le nom CrossFit. Et donc, si tu veux faire de l'équipement CrossFit, il faut payer à CrossFit. Si tu veux ouvrir un gym à CrossFit, il faut payer CrossFit. Si tu veux aussi avoir un trainer, enfin un coach CrossFit, il faut que tu passes cette certification CrossFit. Donc tout est fait pour que si tu veux utiliser le nom CrossFit à tout moment, tu dois payer, quoi. Est-ce que tu sais comment est-ce que CrossFit a été créé? Comment tu fais en fait pour lancer un truc comme ça? Je ne sais pas exactement l'origine, mais c'est assez récent. Je crois que c'est 2004, un truc comme ça. C'est vraiment assez récent. Et je crois que c'est la communauté notamment militaire américaine où ça a beaucoup explosé au début, mais je ne serais pas capable de dire exactement d'où ça vient. Mais par contre, ça a été un choix. Il y a le mec qui s'appelle Postman, je crois qu'il a un nom comme ça en plus, qui a créé ça, où c'était un choix business conscient dès le début. Tu vois. Il voulait créer
un business qui serait le CrossFit. Donc, c'est pas un truc qui se fait organiquement. Là, c'était vraiment, tout était prévu. Et ce serait intéressant, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de contenu sur lui, mais à quel point il avait tout prévu en avance, ou à quel point, en fait, parce que c'est un peu aussi ce qui est vendu, c'est qu'en fait, il en faisait dans son garage avec 4-5 potes, et puis après, ça s'est grossi. Je sais pas quelle est la réalité là-dedans. Mais ça semble de base, être juste une sorte de circuit que tu fais. Donc, tu as les trucs, tu soulèves les balles, tu fais du squat, tu fais plein de trucs pour t'exploser niveau cardio. Donc, ensuite, on rentre dans l'idée de la gestion. C'est quoi les différents business models quand on a un sport? Alors, le top du top, c'est poster le nom du sport, tu vois. Parce qu'encore une fois... Poser la marque. Donc, dans les cas qu'on a mis, il y avait Goodminton, Jazzminton, Techball et CrossFit, du coup. C'est ça. Et Paddle, personne ne le possède. Alors, si on prend un par un, Goodminton, oui, il possède. Jazzminton, oui, parce qu'en fait, c'est littéralement un produit. Donc, quand c'est un produit, c'est assez facile à défendre. Paddle, non. Pickleball, apparemment, c'est en discussion. C'est un sujet. Donc, notamment Pickleball, ils sentent qu'ils sont en train de perdre leur trademark. Donc, maintenant, c'est genre Pickleball USA, un truc comme ça, qui serait plus défendable en tant que tel. Pourquoi est-ce qu'il la perdrait, la trademark c'est là que c'est fascinant, parce qu'en fait, CrossFit a toujours son nom. Ça appartient à CrossFit, la boîte, le trademark CrossFit. Et Pilates, ils l'ont perdu, par exemple. Parce qu'en fait, un juge a déterminé que c'était devenu un terme générique, en fait. Incroyable. Ouais. Mais du coup, il y a plein de termes génériques, genre Kleenex, tu vois. Mais ils ont encore la marque. Normalement, ils ont encore la marque. Ouais. Et en fait, et c'est là où et ça dépend encore des pays, mais on va parler des US, parce que c'est le plus gros pays. Normalement, une marque, c'est censé être à propos d'un bien ou un service, tu vois. C'est pas censé être sur une pratique, en fait. Okay. Et donc, tout se joue autour de ça, tu vois. Et justement, je sais pas comment CrossFit se sont débrouillés pour toujours l'avoir, mais en fait, c'est un truc avec plusieurs milliards, tu vois. Si jamais ils perdent ça, c'est la merde. Mais pour l'instant, ils arrivent toujours à le tenir. Notamment, je pense, qu'il y a de CrossFit, c'est que vraiment, tu peux sourcer la création de cette marque à ce gars-là, qui l'a créée à une date précise par lui-même, tu vois. Paddle ou autre, ou même Pickleball, vu que c'est plus ancien et plus organique, c'est plus dur pour une personne de dire non, c'est moi vraiment qui l'ai inventé de zéro. Mais donc, l'avantage, si tu as le nom de la marque, tu peux faire payer sous tout le matériel. Parce que si tu n'as pas le nom, le nom du sport, le matériel, tu peux pas le faire payer directement. Toi, tu vends un ballon de foot, tu payes personne pour le fait que ce soit un ballon de football. Pour pareil, les clubs ou les gyms ou peu importe, tu fais payer une licensing fee. Et les certifications qui sont aussi un gros truc. Mais après, le deuxième niveau, si tu n'arrives pas à poster le nom du sport, c'est en fait poster une fédération ou une ligue autour de ça. Alors, il y a certains pays, notamment en France, où c'est un peu plus compliqué parce que les fédérations ne sont pas censées être for profit, pas censées être pour le profit, mais ça dépend encore une fois des pays. Et encore une fois, même si ce n'est pas censé être de base, enfin, censé être une association, il y en a quand même des gens qui se mettent bien là-dedans. C'est pas vraiment... mais ce qui est intéressant, tu peux avoir un gros salaire en tant que gestionnaire d'une ligue. C'est ça. Ouais, t'inquiète que la fédé de football, il y a de l'argent dedans. C'est pas un problème. Mais le gros avantage, en fait, c'est que ça permet d'autoriser que certains matériels, en fait. Dans ce qui s'est passé avec Pickleball, parce que j'ai l'impression que maintenant, ils n'arrivent plus trop à défendre le fait que des gens vendent des raquettes Pickleball, tu vois. Mais maintenant, ce qui existe, c'est achetez pas n'importe quelle raquette Pickleball. Achetez une raquette Pickleball USA, UPACA, ou je sais pas le truc, la certification, qui est approuvée par la fédération. Et vraiment, tu vois, si vous voulez faire des compétitions, vous voulez jouer machin truc, c'est approuvé, toi. Autrement, votre raquette, on ne sait pas si elle sera autorisée. Et tu peux faire pareil avec les terrains, tu vois. Tu peux dire, bah, c'est un terrain approuvé par machin truc. Ouais. Et mine de rien, pour les gens, ça peut avoir un peu de valeur de savoir que bon, c'est le terrain officiel, que ça compte. Et pareil, les terrains de paddle, il y a toute cette question de est-ce que c'est un terrain de paddle qui est bon pour la compétition ou pas, tu vois. L'autre truc évident aussi, c'est le droit de diffusion, de distribution. Et ça, pareil, c'est fascinant parce que Pickleball, j'encourage les gens à ensuite à regarder ce que c'est un peu. Mais j'essaie de regarder des tournois. C'est le sport le plus chiant au monde à regarder. Vraiment, je pense que le golf. Ouais. Moi, je pense que jouer, ça doit être vite fait sympa, toi, de jouer à Pickleball. Mais regarder, toi, les gens verront. Et pourtant, ça a des centaines de milliers de vues parce qu'à un moment, quand tu as 30 millions de joueurs, tu as plein de joueurs qui s'intéressent quand même. Ouais. Tu veux quand même t'améliorer, tu regardes, et de rien, ça grossit, quoi. Et le dernier niveau, ouais, du coup, c'est la dernière truc pour vraiment pousser sa fédération et sa ligue, et notamment s'assurer d'être la ligue ou la fédération qui est devant les autres. Parce que tu peux créer, plusieurs gens peuvent créer plusieurs fédérations, plusieurs ligues. Et ce que tu veux, c'est de les premiers, parce qu'une fois que tu es les premiers, tu es très dur à détrôner, toi. UFC, ils sont rentables. Les 15 autres organisations de MMA, elles sont toutes à perte, toi. Parce que c'est tout, en fait, de matcher l'UFC qui, en fait, l'UFC peut se permettre de sous-payer ses athlètes, ses combattants, parce que tout le monde veut être à l'UFC, tu vois. Et donc, tu as la même logique. Actuellement, si tu veux sortir LeBron James de la NBA, je sais pas comment tu fais, quoi. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de faire une ligue de football américain concurrente à la NFL, notamment à un moment donné, je crois que Trump avait un projet pour le faire.
Et ça n'a jamais marché. En fait. Ça n'a Ils jamais n'ont marché. jamais réussi à avoir Même une en ligue tennis, il y a eu concurrente. des tentatives et ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, une fois que si tu arrives à atteindre cette masse critique, tu peux être bien parce que littéralement, NBA, ça existe depuis combien de temps? La Ligue 1, je sais pas. Mais une fois que tu es là, tu es en place, ça peut être intéressant. Et donc, ouais, pour résumer, les 4 canaux de monétisation d'un sport, c'est le matos, l'infrastructure et le licensing, les certifications et enfin les droits de diffusion et distribution. C'est les 4 principales sources de revenus potentiels. Ensuite, la question intéressante, comment du coup, toi et moi, on pourrait créer un sport? Et j'espère que tu as des idées après parce que les miennes, elles sont pas folles. Hein. Mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais en gros, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Mais une des plus intéressantes, c'est en gros s'appuyer sur un sport existant. Donc, notamment au niveau de l'infrastructure, encore une fois, le fait que tu as un terrain de tennis, tu peux le reconvertir en terrain de paddle, ça aide quand même. Que tu aies une base de joueurs, parce qu'en fait, beaucoup de joueurs de tennis se sont mis au paddle. Et je pense que la raison, c'est qu'il y a un côté nouveau. Mais l'autre truc aussi auquel j'ai pensé, c'est que vu que c'est dur de ramener de nouveaux joueurs au tennis, en fait, il y a un moment, c'est un peu un circuit fermé. Alors que là, ils explosent du noob, tu vois. Là, ils se sentent bons dans un sport directement. Toi, si t'es un joueur médiocre de tennis, t'inquiète qu'au paddle, tu vas être vite parmi les meilleurs, quoi. Donc, tu as ce côté. Et forcément, tu as aussi une reconnaissance. Les gens peuvent comparer à autre chose. C'est un sport totalement nouveau. Tu peux pas t'appuyer à une base de joueurs, une reconnaissance. Tu peux pas l'expliquer en fait. Tu peux pas On l'expliquer. explique le paddle, on dit ok, c'est un peu comme le tennis, mais tu rebondis la balle. Le tech ball, c'est plus compliqué déjà à expliquer. Mais même là, ça mélange ping-pong, foot. Tu vois, même un peu au moins le faire comme ça. En réalité, c'est plus je pense que c'est plus foot que ping-pong quand on y pense. Parce qu'un joueur de ping-pong, il va galérer. Hein. Ouais. C'est pas. Et ensuite, donc, prendre un sport existant, s'appuyer sur ce que je viens de dire, et ensuite le rendre plus. À la base, j'ai pensé facile en fait. Mais c'est pas tellement une question de rendre facile, c'est une question de le rendre plus multiniveau, tu vois. Et là, moi, j'ai eu l'expérience récemment, c'est qu'on a notre nouveau groupe de paddle, enfin le groupe de paddle, c'est facile pour moi. J'ai joué contre les frères Savreux il y a 2 jours. Ça s'est mal passé, tu vois. Donc, nos invités du podcast. C'est ça. Et ils nous ont laté, quoi. C'est le passé pour moi. Parce qu'en fait, je jouais pas du tout correctement comment tu es censé jouer au truc, parce que les coups que je passais avant, ils passaient plus. Et donc, mais tu as fait que tu puisses rentrer progressivement et t'amuser un peu à tous les niveaux, tu vois. Badminton, c'est un peu pareil. Badminton, tu peux t'amuser, jouer, faire des échanges. Quand tu vois 2 pros jouer, c'est plus du tout le même sport, tu vois. Donc, encore une fois, on a vraiment ce problème avec le tennis, où l'entrée en matière est quand même difficile, tu vois. Je pense que du coup, là, il y a un truc sur le golf. Parce que le golf, je me disais, ah tiens, on pourrait jouer au golf. Et un pote qui joue au golf m'a dit, mec, ça sert à rien. Tu vas jouer une fois, tu vas rien faire du tout, quoi. Après, bon, il existe déjà le mini-golf. Mais le problème, le mini-golf, c'est un peu connoté c'est gamin. Un peu nul, ouais. Il y a un truc intermédiaire, peut-être. Un truc intermédiaire où, en fait, la première fois que tu vas le faire, tu auras quand même l'impression qu'il se passe un truc. Mais moi, j'ai l'expérience, et le surf, c'est un peu un bon exemple aussi. C'est que le surf, j'avais fait une journée où j'avais fait, tu sais, après, quand les vagues se cassent, tu vois. Je sais pas, en fait, ils te font surfer le blanc des vagues, je sais pas comment on appelle ça. Mais bref, j'ai super bien réussi, tu vois. Je me dis, putain, c'est mon sport, machin truc. Et le lendemain, je suis allé, c'était à Bali, je suis allé dans les vraies vagues, tu vois. Dans les vraies vagues, à 200 mètres de la côte. Enfin, il y avait plein de surfeurs qui étaient très très bons. J'ai passé 4 heures, j'ai pas chopé une seule vague, tu vois. Et justement, parce qu'il manque ces paliers multiniveaux où le truc facile était, au moins, tu as cette entrée-là. Mais après, pour faire vraiment du surf et savoir en faire, faut être motivé, quoi. Faut être prêt à douiller pendant des semaines et des semaines. Donc, plus tu peux rendre ton sport progressif et que chaque niveau puisse s'amuser, plus c'est intéressant. Et lié à ça, effectivement, il y a l'idée d'ouvrir une démographie qui est différente. Donc, Pickleball, c'est le meilleur exemple. Vraiment, c'est un jeu familial, tout le monde peut y jouer, tout le monde peut s'amuser. Et notamment, c'est de ce que j'ai compris, c'est assez malin. Ils ont target au début les maisons de retraite en Floride comme étant. Parce que là, tu as des énormes maisons de retraite avec des fois 2000, 3000 résidents. Boum, tu ouvres 4 terrains de pickleball et ça part comme ça. Un autre aspect aussi qui peut être intéressant, c'est prendre un sport de base et le rendre plus social. Donc le paddle, le pickleball, rien que le fait d'être 4, le fait d'être plus proche physiquement, ça rend un peu plus social. Et en dernier, je pense aussi, il y a un côté con, mais un peu dopaminergique, toi. Paddle, justement, tu as plus de dopamine qu'un tennis où tu joues à un point. Toi, c'est des longs échanges, ça vient de loin, ça part loin, ça joue un peu plus lentement. Alors que paddle, vraiment, ça enchaîne, toi. Il y a en tout cas un côté instantané. Même pickleball, c'est facile, mais les points s'enchaînent très vite. Et donc, les gens en ressortent un peu plus. Les gens ont plus la patience, tu vois, pour les sports longs. Faire un peu le TikTok du tennis, quoi. Ouais. Après, pour le coup, le golf, c'est un peu l'opposé. Et je sais pas d'ailleurs comment se porte le golf. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Mais pour le coup, c'est bas en dopamine. Enfin, il y a beaucoup de temps entre les points. Les points, toi. Je sais pas comment. Je connais pas les termes de golf. J'ai jamais joué de ma vie au golf. Le trou, non? Je me dis golf, c'est parfait. J'attends, toi. Quand j'aurai 70 ans. 70 ans, c'est un peu 60 ans, on s'y mettra. Et enfin, la dernière partie pour créer un sport, c'est justement le promouvoir de façon artificielle
Parce que je pense que tu peux vraiment forcer le truc, en fait. Et ce que tu peux faire, c'est t'assurer qu'il y ait de l'infrastructure et du matériel dans des villes clés. Donc, un peu comme, je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, Abercrombie, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans les lycées les plus huppés de Californie. Et dans ces lycées même, ils prenaient les étudiants les plus populaires, toi. Et ils leur filaient des fringues, toi. Et parce qu'après, aussi, il y avait une sorte de trickle effect où, au fur et à mesure, les élèves populaires voulaient, puis après, ça passait. Toute l'Amérique voulait être un ado branché de Californie. C'est ça, c'était le top du top. Le top de la hiérarchie de statut. C'est comme ça qu'on a tous fini avec des e-SPAC en France, tu vois. En réalité, c'est un peu ça. C'est parce que c'était populaire en Californie, ça a fini par arriver chez nous. Et même quand tu penses à un réseau social comme Facebook, le fait toi, d'être gros dans Harvard, puis d'aller d'université, en fait, tu veux créer au départ une base de pratiquants assez forte. Et donc là, tu peux construire, du coup à perte, parce qu'au début, il n'y a personne, tu construis des terrains de je sais pas quoi, de ton nouveau sport, à Paris, à Barcelone, peu importe. Ensuite, les réseaux sociaux, je pense que si tu es bon là-dedans, tu peux beaucoup pousser à ce niveau-là. Célébrité, pareil. Venir avec l'idée, on va créer une nouvelle ligue, un nouveau sport, et tu auras des parts dedans. Et en plus, c'est un projet assez kiffant, toi. Je pense que tu peux motiver des gens autour de ça. Et le truc aussi que j'ai pensé, c'est Doc Netflix. Est-ce que tu as vu le Doc Netflix sur le cyclisme? Non. Incroyable. J'ai juste vu celui sur la Formule 1, qui a fait beaucoup de convertis aussi. Déjà pas mal. Moi, même quand j'ai regardé, je me suis beaucoup intéressé. Après, j'ai un peu lâché. Et le truc de cyclisme, où de base, j'en ai rien à foutre du cyclisme. Tu vois. Le cyclisme, fondamentalement, et j'ai décidé d'insulter des fans de cyclisme, mais c'est juste le mec qui pédale plus fort que l'autre. Tu vois. Il pousse plus vite sur la piste. Il pousse plus fort, plus longtemps sur la pédale. Tu vois. Il n'y a pas non plus, après, il dit la stratégie, il y a le peloton. Non, c'est le mec qui a le VO2 max le plus énervé qui est devant. Tu vois. Il y a un moment, faut arrêter de mentir, faut dire la vérité. Et celui qui se dope de façon la plus discrète, tu vois, le gros cerveau du dopage, quoi. Mais j'ai regardé ce documentaire. Et en fait, j'ai surkiffé le cyclisme. J'ai suivi le Tour de France après. Ok. En fait, il y a vraiment un truc. Là, c'était entre Pogacar et Vingegaard. Ils créent des storylines qui sont super intéressantes. Et je pense que tu pourrais faire la même chose pour un nouveau sport. Vraiment créer un intérêt. Ils viennent de lancer une autre série sur Netflix sur le sprint. Okay. Pareil, pour créer des intérêts aussi. Ils l'ont fait sur le tennis. Ouais, sur le tennis. Ils l'ont fait. Ouais, je pense que la Formule 1, c'était le premier. Ça a tellement bien marché qu'ils se sont dit, OK, on va le faire surtout. Et ça fonctionne. Et en fait, je pense qu'à mon avis, ces fédérations, ces sports, ils ont intérêt à payer pour avoir ça, parce qu'en fait, ça intéresse les gens. Donc, encore une fois, ce qui intéresse les gens au-delà du sport, c'est les personnes qui jouent. Il faut comprendre les enjeux. C'est ça, les enjeux. Il y a des années, j'avais parlé à un gars, je connaissais un gars qui était fan de Formule 1. Je dis, mec, tu regardes des voitures qui tournent, ça part très intéressant, tu vois. Et il fait, non, mais en fait, il faut comprendre. Si tu comprends pas le storytelling du mec, qu'avant il était dans l'équipe, maintenant ils l'ont viré, mais là il doit faire ses points pour. Si tu comprends pas les personnalités qui sont derrière, ça a aucun intérêt, tu vois juste des voitures. Tu vois. Et la question, c'est comment est-ce que tu rentres dans les personnalités, parce que si tu regardes juste la Formule 1 à la télé, tu comprends pas en fait qui sont les personnalités, t'as pas cet élément. Donc le documentaire te donne les personnalités, te donne un peu tout le background de comprendre qui ils sont, pourquoi l'enjeu, le machin. Et une fois que tu as tout ça, là seulement tu peux comprendre en fait ce qui se passe. Et là, pour des sports comme le foot ou le basket, en fait les gens obtiennent ce contexte par leur famille et par le fait d'avoir grandi dedans, tu vois. Et donc c'est difficile de rentrer dedans. Honnêtement, moi tu me montres un match de foot, je me fais chier parce que je comprends pas en fait, je sais pas qui sont les joueurs, pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que j'ai pas le contexte. Totalement. Et donc le documentaire, ou en tout cas avoir une stratégie réseaux sociaux qui permet d'avoir le contexte, je pense que c'est pas mal aussi si t'as des joueurs qui sont assez forts eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Je pense que Formule 1, ils sont très forts là-dessus. Ils ont tous un vlog, machin, ils sont tous très actifs sur Instagram. Et ça permet de booster le truc parce que du coup, t'as ton joueur préféré, etc. Et je pense qu'un autre élément sur Formule 1 qui aide, c'est que c'est pas des énormes équipes. En fait. En Formule 1, je sais plus combien, il y a genre 12 équipes qui ont chacun 2 conducteurs. Je crois 10 équipes, ouais. Versus, tu vois, en foot, comme il y a beaucoup, beaucoup plus de joueurs à connaître, donc c'est beaucoup plus dur de comprendre. Le documentaire Netflix, tu as l'impression d'avoir plus ou moins vu tous les conducteurs, tu sais à peu près qui ils sont. D'ailleurs, c'est pas le cas, c'est un gros sujet de débat. Qui est inclus ou non. Ouais, en fait, généralement, ils couvrent 4-5 écuries sur les 10. Et donc, notamment, il y a une écurie, je sais plus laquelle, qui s'est jamais fait couvrir encore et qui, du coup, a un peu le seum parce que c'est tellement de visibilité pour le coup que ça fait la différence, quoi. Mais tu vois, t'as une meilleure compréhension, tu vois. Une fois que tu connais 4 chauffeurs, tu sais qu'ils vont être dans toutes les courses, par exemple. Alors que tu connais 4 joueurs de foot, la plupart des matchs, ils sont pas là, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez proche de la télé-réalité de ce point de vue-là, dans la façon dont le font ces documentaires. Le mec, justement, qui fait Drive to Survive, le suite Formule 1, il a décrit son processus. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'ils essaient de capturer autant de footage possible tout le long de la saison. En plus, l'avantage, c'est que dans tous les cas, la Formule 1, c'est retransmis à la télé, toi. Donc, toutes les courses sont filmées, toutes les réactions, les micros, peu importe. Ensuite, de faire aussi autant d'entretiens qu'ils pouvaient tout au long de la saison. Ensuite, ils arrivent à la fin et ils disent bon, c'est quoi nos storylines Parce qu'ils ont la réponse. Toi, tu as l'impression que ça se passe chronologiquement. Eux, ils savent déjà tout depuis le début.
Et après, ce qu'ils font, ce qui est aussi passionnant, c'est qu'ils font lire des lignes aux gens, toi. Donc, ils vont dire, bah, toi, Charles Leclerc, parce que tout est fini, tu vas dire cette ligne comme si on était encore à la deuxième course de la saison et que tu venais de perdre le lead, mais là, que tu vas le reprendre, alors qu'en fait, on sait déjà le résultat. Et un autre truc qu'ils font aussi qui est plus ou moins honnête ou pas, c'est qu'en fait, ils réutilisent différentes parties de commentaires des commentateurs, c'est pendant les courses, sur différentes parties de la course, tu vois. Pour encore une fois, avoir exactement ce qu'ils veulent au moment. Et donc, c'est vraiment un truc qui est totalement manufacturé de A à Z, mais qui est vraiment très, très efficace pour le coup en termes de captiver l'audience. Donc ça, ce serait un peu... La dernière aspect aussi, je pense, qui est intéressant, c'est le fait d'activer le bénévolat. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte dans le truc de Pickleball, Paddle notamment, même à Chama ici, tu as 4-5 personnes qui sont surimpliquées, toi. Ils organisent les groupes, les sessions de partie, ils bouclent les trucs à l'avance, machin truc. Et ces 4-5 personnes, c'est juste du bénévolat, tu vas pas payer pour ça, mais ça leur donne un petit statut dans le club. Et toi, tout système de club de façon générale, il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans. C'est juste des gens qui aiment bien. Toi, d'avoir une certaine position sociale dans cette hiérarchie-là du club, quoi. Et d'avoir après, ça, c'est la passion un peu plus. Tu pourrais se dire qu'ils aiment être utiles, tout simplement, quoi. Dans ce cas-là, c'est comment est-ce que tu fais pour leur donner une reconnaissance, quoi. J'ai vu que sur le paddle, par exemple, ils utilisent une app pour créer les groupes. Donc, tu as la personne qui a l'app et c'est la personne qui dit qui va jouer avec qui. En fait, c'est juste une app et après, je suppose que ça match des groupes automatiques et ça calcule le score à la fin. Mais il y a une personne qui, du coup, doit être le point central. C'est ça. Et ça, c'est une infrastructure qui ne doit pas être très compliquée à créer, d'avoir ton app où les gens peuvent suivre ces éléments-là. Ouais, puis après, tu peux donner des petits titres, des petits statuts aux personnes qui sont impliquées et qui se sentent bien par rapport à ça. Tu leur envoies une casquette avec marqué fédération officielle, tu vois, why not, tu vois. Non, mais les gens kifferaient, en fait, c'est rare. Donc, ça serait un peu, ce que j'ai dit, ce serait pour créer plutôt un sport style paddle pickleball. Ensuite, tu as d'autres trucs à faire potentiellement. Un truc façon techball. Donc, vraiment focus sur un sport le plus visuellement impressionnant. Donc là, je pense qu'il y a des dingueries à faire. J'ai pas réfléchi à des trucs assez intéressants, mais moi, ce que j'avais pensé, c'est des courses de chariot. Mec, moi, ça me ferait kiffer. Des courses de chariot façon romantique. C'est façon romantique. Après, maintenant, parce que j'avais pensé Gladiator aussi, mais en fait, on tolère plus ce genre de dégâts. Toi. Le maximum où on est prêt à aller, c'est genre MMA, tu vois. Mais courses de chariot, ça peut être un bon délire plutôt que les courses de chevaux. Les courses de chevaux, c'est pas incroyable. Courses de chariot, il y a plus d'enjeux. Ils ont pas des courses où le cheval tire un petit chariot? Ils ont peut-être qu'ils ont ça. Au PMU? Si, t'as raison, en plus, ils ont ça. Ouais, mais moi, je veux des vrais chariots, 4 chevaux. Ben Hur, c'est ça. Je veux un vrai truc, quoi. Je veux pas. Et faut qu'il le fasse aussi, tu sais, sur un stade, mais il y a de la poussière, comme ça, il y a de la poussière. Ouais, il y a de l'eau, il y a des petits obstacles. Là. Ah, ok, carrément. Il y a des obstacles. Le cheval, il doit esquiver. On met du poids sur les chariots. On retrouve des trucs. Ensuite, il y a une autre façon dont j'ai pas trop abordé là, mais c'est la façon un peu Spartan Race ou Ironman, qui est en fait juste rendre le truc le plus hardcore possible. Tu rends le plus difficile possible. Et là-dessus, le truc, c'est que tu peux juste. Enfin, là, c'est un peu une question de surenchère, quoi. À quel point tu pousses ce truc. Maintenant, tu as aussi tout ce qui est les. C'est quoi le MTB le truc de trail. Je crois que c'est ça. Mont Blanc Trail. Un truc comme ça. Et donc maintenant, ils ont vraiment une sorte quasi de monopole sur toutes les courses qui sont brandées comme étant cette organisation-là sur les grosses courses de trail. Okay. Ensuite, tu as aussi un truc dont j'ai pas trop parlé, mais qui est l'e-sport. Mais l'e-sport, ça a été plutôt un échec jusqu'ici. Enfin, il y a plusieurs. Comment t'expliques ça, du coup? Il y a plusieurs problèmes. Un, c'est que fondamentalement, un jeu, il est pas fixe. Les échecs, toi, c'est fixe depuis très très longtemps. Ouais. Un jeu, même League of Legends, ça évolue constamment, toi. Et en fait, tu as besoin comme du jeu soit fixe avec des règles fixes tout le long pour que ça tienne longtemps. Tu penses que le fait que ça se renouvelle, c'est pas plutôt un avantage qu'un inconvénient? Non, je pense qu'au final, c'est un désavantage un autre. Parce que c'est plus dur pour les gens de rester updatés. C'était aussi beaucoup de problèmes de balance. Toi, c'est un personnage qui est trop fort, du coup, tout le monde l'a joué et c'est un peu abusé. Et après, il y a aussi le jeu qui va pas durer tellement. League of Legends, il y a déjà 15 ans quasiment, c'est déjà énorme, qu'il ait pu durer si longtemps. La majorité des jeux, ils dureront pas plus de 5 ans, tu vois. Donc après, est-ce que tu fais League of Legends 2 et tu arrives à bien enchaîner, je sais pas. Et l'autre aspect aussi, c'est que je pense qu'il y a. Parce que moi, du coup, on a pour un moment lancé notre propre team e-sport. Et aussi, on a investi dans Gamers Origin, qui est une boîte qui justement a une équipe e-sport. Vous avez votre propre team e-sport? Pour un moment, c'était brandé. Vous avez investi, mais je savais pas. Ouais, c'était brandé chez nous. Et après, du coup, cette équipe qui est Gamers Origin, qui était vraiment au niveau compétitif très très élevé. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup moins d'argent qu'on pense, il y a beaucoup moins de viewership qu'on pense. Et notamment le viewership. Je dirais que le problème numéro 1 sur l'e-sport, c'est que c'est impossible à regarder en fait. Si tu connais pas le jeu à fond, ça va trop vite, tu comprends que dalle.
Ouais. Il y a le mec qui arrive, boum, il est mort, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu regardes League of Legends, mec, il y a des trucs qui se passent partout. Moi, je ne comprends rien du tout. C'est ça. Alors que tu me montres Tech Ball, bah, ok, je comprends le truc. Même si je serais pas capable de le faire, je comprends ce qui est en train de se passer. Et là, sur l'e-sport, généralement, tu comprends rien. Et même si un jeu, tu vois, tu as déjà regardé un peu sur YouTube, à une certaine époque, j'avais regardé genre. Je regarde un YouTuber qui jouait à Rainbow Six, c'était il y a des années, tu vois. Et après, j'ai été voir des mecs qui jouaient de manière compétitive à ce jeu et je comprenais rien. Enfin, tu vois, même entre regarder un mec qui joue sur YouTube à un niveau normal et regarder des gens qui font de l'e-sport, il y a une barrière d'entrée qui est énorme en fait. Donc, faut passer beaucoup de filtres pour regarder de l'e-sport. Et le dernier problème, je pense, le plus gros peut-être, c'est que c'est pas aspirationnel comme ce truc, quoi. Toi, tu vois les mecs qui jouent à l'e-sport, en moyenne, tu dis pas, putain, j'ai envie de. C'est sexy. J'ai pas envie forcément de leur ressembler, toi. Donc, ça, je pense que c'est ce problème aussi qui. Je vois pas comment ils pourraient se surmonter. Après, les échecs, ils ont fait un très bon boulot là-dessus. Justement, en créant des personnages qui sont un peu plus clivants, plus intéressants. T'as Magnus, t'as Hikaru Nakamura, je crois son nom c'est. Donc, ils sont améliorés là-dessus au niveau des échecs. D'ailleurs, pareil, les échecs, gros boost par la série Netflix. Et je pense aussi que tu vois, l'échec, le fait que ce soit 1v1, Ouais. en fait, si tu connais que quelques joueurs d'échecs, tu peux comprendre un peu. Ouais. Et puis, c'est quand même considéré comme le summum de l'intellectuel, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment le haut de plus haut ce qui peut se faire intellectuellement. Je pense qu'il n'est pas totalement vrai, je pense que c'est assez restreint, mais t'as je crois que les échecs ont le même problème que l'e-sport dans la mesure où si tu comprends pas bien les échecs, c'est vraiment dur de comprendre ce qui se passe. Mais je crois qu'ils ont fait beaucoup de progrès sur utiliser l'IA pour visualiser ce qui est en train de se passer et les probabilités que telle personne ou telle personne gagne, le meilleur move versus le move qu'il a fait. Et ça joue suffisamment lentement pour que le commentateur t'explique un peu. Toi. Alors que l'e-sport, le combat, il est fini en 30 secondes et puis c'est fini, quoi. Un autre truc aussi dans les sports à lancer, je pense, c'est des trucs style Pilates. Et en fait, notamment avec un vrai focus sur les femmes entre 30 et 55 ans qui vivent dans les grandes villes. Tu as aussi tout ce qui est soul cycling. T'as plein... En fait, elles ont beaucoup d'argent, elles cherchent ce genre de trucs. Et en fait, il y a encore plein de trucs à faire autour de ça. Et enfin, peut-être la façon dont moi, celle que je me verrais pouvoir potentiellement faire de façon réaliste, c'est la façon de Jasminton. Où en fait, t'inventes juste c'est pas vraiment un sport, toi, c'est un nouveau jeu. T'inventes juste un équipement sportif qui permet de jouer à un sport un peu différemment. Et que notamment, le fait de pouvoir jouer à la maison, je pense que c'est un gros truc. Et ça, c'est plus simple de façon opérationnelle que créer toi une ligue, une fédération et ainsi de suite. Donc, dans mes idées, j'espère que tu as des très bonnes. Attends, je vois que tu en as déjà noté. Je pense qu'il y en a une pas mal. On va voir. Ok, c'est un crossfit basé sur la Grèce antique. Donc, toi, CrossFit, c'est plein d'épreuves différentes. Où les gens sont nus. Huilés. Voilà, là, ça va marcher. Sur Pornhub. C'est comme CrossFit, mais aussi OnlyFans. Voilà, tu l'as vendu, c'est bon. Le merch. La prochaine idée à un billard. Mais l'idée, c'est, je pense qu'il y a un truc qui a fait pas mal appel. Enfin, qui a un appel. Qui attire les gens, c'est le fait un peu de retour à la source, tu vois. Et notamment au niveau de la nutrition, c'est beaucoup le cas. Toi, tu as carnivore diet, tu as keto diet, même vegan diet, c'est beaucoup basé sur le fait qu'en fait, à l'époque, on garait les raies à chasser, donc en réalité, on mangeait surtout des... Bref, tu vois l'idée. Et donc, pareil, tu fais ça sur un sport, toi. Non, on a marre de ces sports tout tarés, on revient à la source. Les Grecs, voilà, avec leur statut à quoi ils ressemblaient, et voilà ce qu'ils faisaient pour arriver à ça. Comment tu le verrais, du coup s'ils sont pas totalement à poil, qu'est-ce qu'ils font? Ils font genre... Tu dis, ok, on a repris les exercices de l'ancienne Grèce antique. Je pense qu'une forme d'uniforme un peu différent. Tu vois, genre un short blanc, un truc un peu, tu vois, qui fasse un plus... mais un truc un peu qui sort un peu du lot. Et après, en fait, effectivement, en fait, t'avais des trucs de Grèce antique. Donc, t'avais le pancréas, t'avais le lancer de disque, lancer de javelin, javelot. Pancréas, c'est un peu une forme de MMA de l'époque, quoi. C'est de la lutte, c'est ça? C'est une sorte de lutte, mais un peu plus, tu pouvais frapper aussi. Pareil, du coup, il faut adapter, il faut être malin. Mais en gros, tu en prends les 5-6 qui peuvent encore être adaptés de façon moderne et tu les packages un peu comme le CrossFit, quoi. Ouais, okay. Tu les combines un peu tous. Et puis ça peut être des trucs à la con, mais comme courir, enfin le truc pieds nus, tu vois. Dire que la façon naturelle, c'est ses pieds nus, tu vois, tu as tout cet aspect-là. Dire on revient à des mouvements naturels, à quelque chose de plus vrai. Même les poids, tu les rends différents, tu vois. Il y a plein de trucs autour de ça. Ensuite, le truc que j'ai pensé, un sport qui je trouve est très dur à jouer, c'est de rien pour les gens qui jouent pas trop, c'est le volley. Je sais pas si tu as déjà joué au volley depuis le collège. Mais c'est quand même pas évident. Faut taper fort. La balle est assez relativement lourde. Donc en fait, c'est un truc. Et ça fait mal aussi. Ça fait un peu mal quand tu l'attrapes et tout. Même pour smasher, il faut le faire. Il faut aller sur le filet. Faut sauter en fait pour le smasher, pour être au-dessus du filet. C'est ça. Alors que dans d'autres sports, t'as une raquette, donc tu gagnes de la hauteur. Et donc là, c'est tout con, mais faire une sorte de mini volley, toi. Balle plus légère, filet moins haut, terrain plus petit. Et potentiellement, mais un terrain qui soit fermé, comme le paddle, où du coup, tu as une chance de pouvoir rebondir, ça peut être pas mal, c'est ça.
Et notamment, je pense que c'est aussi une balle qui est plus légère, mais qui aussi va moins vite de façon générale. Toi. Si tu as moins de ralentir un peu la balle, je pense que ça peut aider. Ouais. Ensuite, on passe à tes idées à toi, que tu as trouvé là en live direct. Hein, donc, ok, je donnais la première. Mini ping-pong. Tout le monde a le ping-pong, tout le monde connaît le ping-pong. Mais personne n'a la place chez soi d'avoir une table de ping-pong. Après, c'est que déjà, ils ont laissé les filets que tu peux mettre sur ta propre table. Ouais. Et tu as les mini-tables aussi. Ouais, voilà, un petit truc, un mini ping-pong que tu peux jouer chez toi. À mon avis, ça peut avoir du sens si sur le ping-pong, tu trouves un moyen de le ralentir. Tu trouves un moyen de rendre la balle un peu moins rebondissante ou quoi. Il y a un truc pour les enfants aussi, peut-être. Ouais. Même un truc, j'ai pensé à un truc ajustable en hauteur pour que les enfants puissent jouer aussi, peut-être. Ouais, il y a peut-être un truc sur le mini ping-pong. L'autre jour, j'ai été dans un parc où il n'y a que des trampolines à Chiang Mai. Et tu as un endroit où ils ont les trampolines et il y a un panier de basket qui je pense, est ultra haut. Et tu as un trampoline en longueur comme ça et tu peux faire boum, boum, boum et essayer de faire le dunk. Tu vois. Ce qui en vrai est super dur. J'ai essayé genre 10 fois, j'en ai réussi une quoi. C'est vraiment dur. En plus, le problème c'est qu'en fait, comme tu rebondis et tu prends la vitesse vers le truc, ton dernier saut il est haut. Mais du coup, t'as l'impression que tu vas te prendre le poteau, en fait. Donc, le moment où t'es censé te concentrer sur essayer de dunk le truc, tu vois le poteau qui arrive, tu dis, putain, je vais me le prendre comme Bugs Bunny. Et du coup, tu freines, et du coup, tu n'y arrives pas. Mais je pense que là, un sport, en gros, c'est le tech ball du basket, où les mecs, ils rebondissent dans tous les sens, ils font des sauts de 2 mètres, ils rattrapent une balle, ils la mettent et tout. Ça, je pense que ça pourrait marcher d'un point de vue visuel. On a parlé du golf tout à l'heure. Je pense qu'il y a un truc qui est genre... le mini-golf, mais en moins gamin. Parce que le mini-golf, en fait, ce qui fait que c'est un peu gamin, c'est que okay, tu vas passer ton truc dans un tunnel et après, ça va ressortir, etc. Tu vois. Si tu avais un truc, en fait, où c'est un peu comme le golf, c'est juste des terrains où tu cherches à mettre des trous, mais c'est juste moins long. Et donc, en fait, tu as un truc, tu n'es pas censé faire un shoot et lancer le truc France miniature, mais en golf, quoi. Ouais, un truc comme ça. Je pense que... là, ça pourrait marcher. En gros, rendre le golf plus accessible. Et je pense que jouer sur le même truc où tu disais, OK, ta copine, elle veut faire du tennis, mais en fait, elle n'y arrive pas. Il y a plein de gens qui se disent, OK, le golf, c'est un truc de statut et c'est cool. Mais en fait, si demain, je me pointe à un terrain de golf, littéralement, je vais me taper la honte, quoi. Ouais. Enfin, ça va être totalement ridicule. Alors que là, tu te dis, OK, c'est un truc qui est accessible en jour 1 pour une personne qui existe déjà et ce qui fonctionne très bien, c'est les terrains de tir de golf. Alors, je sais pas comment on appelle ça. Mais en fait, Ouais. où, en fait déjà, on sont d'ailleurs sur 2 niveaux. Et c'est juste, tu tires des balles. Tu tires des balles, ouais. Et justement, je pense que tu as plus de dopamine, tu as beaucoup moins le truc de te rater, tu vois, tu t'enchaînes. Et donc ça, je pense, c'est déjà un truc qu'ils ont fait. Ils se sont dit, golf, c'est trop lent, c'est trop difficile, il n'y a pas cette dopamine. Là, c'est t'enchaînes. T'avais essayé au Japon le truc où ils te balancent des balles de baseball et tu dois les taper? Non, mais j'aimerais bien essayer. T'as essayé? J'ai testé, et là, pareil, c'est impossible. Ok. Après, si t'as jamais fait de baseball dans ta vie, la balle, elle va vite. Hein. Honnêtement, tu t'achètes 10 balles. Si t'en touches une, t'as de la chance, mais tu la touches, elle va partir derrière toi parce que tu l'as pas renvoyée correctement. Mais c'est ultra dur parce que la balle, elle va vraiment vite. Parce que là, du coup, en fait, ça, c'est techniquement pour s'entraîner à renvoyer une vraie balle de baseball qui va très vite. Et je pense pareil, la plupart des Japonais ont joué au baseball quand c'était petit. Tu fais ça, mais doucement. Et là, pour le coup, je pense que c'est ultra fun. Ça va un peu. En gros, au lieu de te lancer la balle sur toi comme c'était une balle de fusil, si elle avait une petite courbe, tu vois, comme genre. Et là, tu pouvais la choper. Je pense que ça serait extrêmement cathartique pour les gens, ils kifferaient. Et là, t'achètes 10 balles, donc en fait, t'es dans la cage. T'en achètes pas mal. Et c'est juste un terrain rectangulaire avec des filets autour et une machine qui te balance des balles. Donc c'est assez light. Et là, pareil, tu te bases sur le baseball. Ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a un truc à faire avec l'escrime. Donc autour de l'escrime, il y a pas mal de choses. Donc en gros, tu as l'escrime normal. Le problème de l'escrime normal, c'est pareil, c'est qu'il y a une assez grosse barrière à l'entrée. Tu démarres, tu vas te faire défoncer. Et qu'ils ont rendu le truc un peu nul, tu vois, aussi. C'est qu'à l'escrime, tu dis, putain, c'est le truc proche d'un combat d'épée. Ouais. Mais en fait, c'est 2 gars avec une épée toute fine, là, qui font des mouvements chelous. Ils ont perdu un peu la vraie nature du combat à l'épée, quoi. Donc, il y a des trucs qui sont faits. Il y a un peu l'escrime médiéval où les gens ont des épées un peu à l'ancienne et tout. Autant en pratique, je pense que tu n'auras pas beaucoup de pratiquants, mais en visuellement, je sais pas si tu as déjà regardé les combats de 20 contre 20. C'est genre, ils se mettent comme des chevaliers avec de la vraie armure, et ils se mettent à 20 contre 20, et ils se tapent la gueule. Et en fait, tu te rends compte qu'à l'époque, en fait, tu coupais pas les gens, enfin, tu tranchais pas, quoi. En fait, tu les assommais à force de taper sur leur armure, sur leur tête, et du coup, visuellement, ça fait beaucoup de vues sur YouTube aussi, ça. Donc, il y a aussi le truc, si tu vas, pareil, au truc de trampoline, tu sais, t'es sur une barre et chacun a une espèce d'épée en mousse et tu vois qu'il va tomber de la barre le premier dans les trucs qui sont en dessous, tu vois. Et donc je pense qu'en escrime, l'escrime c'est un truc qui est fondamentalement les gens ont envie de faire
Et s'il y avait un truc un peu avec des épées en mousse où tu peux... En gros, le C'est marrant, ton paintball premier de truc que t'as l'escrime. pensé, c'est l'épée en mousse. Moi, j'ai pensé le truc médiéval, on peut se tuer. Non, Mais je pense les- que t'as les deux extrêmes, du coup. Un qui L'escrime peut. médiéval, ça existe. Moi, je connais même des gens qui en font Ok. de l'escrime médiéval. Ils s'entraident parce qu'après, ils font des jeux de rôle grandeur nature. Mais le problème, c'est que c'est un truc un peu... Faut rentrer C'est dedans. trop niche, parce que les jeux de rôle grandeur nature, c'est un truc... Mais sur YouTube, je pense des combats de style médiéval, ça peut faire beaucoup de vues, quoi. Mais en gros, ok, l'épée en mousse, c'est... Ce sera qui les sponsorisés Ce sera qui les sponsorships sur les combats d'épée médiévales, tu vois? Est-ce que t'as des idées le Puy du Fou, peut-être Bah ouais, non, des trucs genre Red Bull, tu vois. Red Bull. Il va sponsoriser ça, C'est un truc vrai. un peu extrême. Qui est sponsor de MMA, c'est ça, quoi. C'est vrai que ça pourrait être la même. Les assurances, les banques. Ouais, donc en gros, comment est-ce que tu fais le paintball? Donc le paintball, ce qui est marrant, c'est qu'au gars, tu simules de tirer sur des gens, mais au final, c'est juste de la peinture. Le paintball, un peu de l'escrime, avec peut-être un système d'épée en mousse, ou peut-être que tu vois, je sais pas, t'as un espèce de casque ou t'as un truc et tu Ça dois... laisse une trace. Tu dois faire tomber, ouais. Ou tu dois faire tomber le truc. T'es comme dans le Ah jeu. oui, où- ouais. en gros, en T'as escrime, des la points à manière dont ça toucher fonctionne, précis et il faut toucher ces c'est que points-là. t'as un gilet qui est électrique. Et donc, si le mec, il a son épée sur ton gilet, bon, ça ferme le circuit et ça fait une lumière, tu vois. Mais il y a aussi un truc où, quand ils appellent ça le flag football, quand ils veulent faire du football américain, mais sans démonter la gueule de toute la famille, à Thanksgiving, au lieu de démonter les mecs et de les plaquer par terre, ce que tu fais, c'est qu'ils ont mis un petit bandana dans leur poche arrière. Ça et existe tu en dois flag choper rugby. Ça pourrait être la même logique. Flag rugby, tu pourrais le faire comme ça aussi. Ouais, tu dois choper le truc, tu vois. Et c'est une manière de symboliser, en fait, ok, je t'ai eu, mais sans totalement te défoncer la gueule. Et peut-être qu'en escrime, il y aurait un truc où tu dois, je sais pas, voilà, te tout toucher là et ça fait... Après, tu pourras, en fait, faire le truc de l'escrime où ça fait une petite connexion, mais je pense qu'il y a un truc sur l'escrime, là, j'ai pas... Mais tu vois très bien, mais forcément beaucoup, trouver la bonne. ça pourrait être, même au sport, c'est ce que tu dis, je vois très bien le truc où tu pourrais vendre un truc de tenue pour enfants, d'escrime où effectivement, si tu touches ces différents trois, ça fait un bruit, et ça pourrait se vendre assez facilement, je pense, ça aurait du sens. Ouais, En plus, si c'est un costume pour enfants, tu peux le rendre un peu, justement, en style chevalier ou peu importe, le brander un peu différemment, mais je pense que ça pourrait être un truc standalone qui pourrait se vendre. donc, quelle est notre meilleure idée? Moi, j'aime bien le crossfit basé sur la Grèce antique. Je pense qu'il y a un côté bien dans la trend, etc., qui pourrait marcher. Et de dire, OK, on retourne à l'entraînement de l'ancien temps. On a fini sur le sport, tu penses? Je pense qu'on a fini sur le sport. On a Si vous avez de nouvelles meilleures idées de sport à créer, et, Dites-nous. et si jamais vous créez votre sport et que vous avez besoin d'investir dans votre ligue, contactez-nous, peut-être qu'on sera intéressé. On sera influenceur pour On vous. sera influenceur. OK. Sujet rapide sur l'inflation. Tu vois qui est Paul Krugman, l'économiste américain? Donc, il a écrit un article qui date des années 90, qui est la meilleure analogie pour comprendre ce qu'est une récession. Et j'avais envie de le résumer rapidement. Donc, il raconte l'histoire. Apparemment, c'est une vraie histoire. Dans les années 70, ils font une coop de babysitting à Washington, D.C. Donc, le concept, c'est que tu as des enfants. De temps en temps, tu veux partir et qui va garder tes enfants? Eh bien, d'autres personnes qui sont dans la coop. Donc, les gens vont garder tes enfants et toi, de temps en temps, tu vas en garder. Comment est-ce que tu fais pour que chacun garde le même nombre d'enfants que tout le monde? On va faire des coupons. Dès que je garde tes enfants, je gagne un coupon, tu me donnes un coupon. Et dès que tu gardes mes enfants, je te donne un coupon. Comme ça, il y a plein de gens dans la coopérative et ça permet d'équilibrer et que tout le monde ait le temps de sortir. Et en même temps, de temps en temps, il doit garder les enfants des autres. Le problème, c'est ce qui se passe, c'est que dans certaines périodes, par exemple, c'est l'hiver, les gens ont moins envie de sortir. Et en été, ils ont plus envie de sortir. Donc, quand ils ont moins envie de sortir, ils se disent « Ok, c'est le moment d'économiser des coupons, on va garder les enfants des autres. » Le problème, c'est que comme tout le monde est en train d'économiser en même temps, il ne se passe rien et personne ne veut sortir pour ne pas dépenser ses coupons au mauvais moment. Et moins les gens sortent, moins les autres ont envie de sortir. Parce que si tu n'as pas beaucoup d'opportunités de garder les enfants des autres et de récupérer des coupons, tu dis « Ok, les coupons que j'ai, j'en ai que 5, je vais les garder pour quand c'est vraiment important, quand c'est l'anniversaire de mariage ou quand y a un nouveau film que je veux absolument voir qui sort ou quand j'ai une réservation dans un restaurant, etc. » Donc en fait, finalement, le truc ne fonctionne plus parce que plus personne ne veut sortir parce qu'ils ont peur de dépenser leurs coupons. Donc, lui, il explique qu'en gros, ça, c'est exactement le même système qu'une récession. Et donc, la plupart des gens, ils sont à Washington, D.C., donc la plupart des gens dans cette coop sont des avocats. Et donc, les avocats, ils disent, la solution, quand les gens sortent pas assez, c'est de les forcer. Pour rester dans la coop, tu dois sortir au moins 2 fois par mois. C'est fictionnel, ça, ou c'est un vrai C'est un vrai exemple. C'est un vrai exemple qui raconte. Donc, ils essayent de forcer les gens. Mais ça marche pas trop. Et finalement, en fait, la petite minorité de gens qui sont dans ce groupe, qui sont des économistes, dit, en fait, non, il faut faire de l'inflation, il faut émettre des coupons. Et si on a plus de coupons qui circulent de manière même artificielle et qu'on en distribue à droite, à gauche, en fait, ça va faire qu'il y aura plus de trucs qui circulent. Et donc, du coup, le système fonctionnera mieux parce que les gens vont sortir et vont donner des coupons aux autres et ils
ils vont moins essayer de le stocker. Et donc, lui, il explique qu'en fait, ça, c'est un modèle simple pour comprendre exactement comment fonctionne une récession. Donc, les gens et les entreprises ont peur de moins faire rentrer d'argent dans le futur parce qu'il y a une récession. Donc, du coup, ils dépensent moins. Et ça réalise la prophétie, c'est-à-dire que du coup, tout le monde gagne moins puisque l'argent ne circule plus. Et ça crée un cercle vicieux. Donc, après, Krugman est un économiste qui est favorable à l'émission monétaire pour pouvoir relancer la machine. D'ailleurs, Krugman, qui est de façon fameuse, parce qu'il faut toujours qu'on casse les gens quand on en parle, qui avait dit genre que l'impact de l'Internet ne sera pas plus grand que celui du fax. En gros, il disait Internet, c'est surcoté de fou. Et ça n'aura jamais plus d'importance que le fax. Il s'est un peu trompé là-dessus. Mais ce qui est fou, c'est que je crois qu'il poste littéralement, je crois que c'est tous les jours, non? Ou je crois que c'est tous les jours dans le New York Times, dans les deux, depuis genre 30 ans non-stop, quoi. Des prédictions, des analyses. Et je me dis, en fait, il faudrait faire une méta-study sur combien de fois il a raison, combien de fois il a tort, parce que c'est comme un délire là-dedans. Mais ouais, du coup, ça crée de l'inflation. Mais après, le problème, c'est que une fois que ça fonctionne bien, il faudrait aussi pouvoir rebaisser le nombre de coupons, quoi. Donc à ce moment-là, est-ce que tu le fais ou pas? Parce que tu vas recréer le même problème un peu en dents de scie potentiellement. Pour l'instant, la décision, c'est bon, ils ont quand même monté ton intérêt, mais la décision plutôt large, c'est quand même on n'arrête pas d'imprimer, quoi. On continue à émettre de la dette et on s'arrête pas et on verra bien ce qui se passera à la fin, quoi. Est-ce que tu penses que l'État américain va faire faillite à terme ou est-ce qu'ils vont juste continuer à imprimer non-stop et ils vont se sortir comme ça? La réponse, c'est que j'en ai aucune idée. Aucune idée. Non, t'as une opinion là-dessus? Dans le podcast, ils pensent qu'à un moment, ça va casser, en fait. Que notamment, en fait, je vais pas très bien l'expliquer, mais s'ils veulent calmer l'inflation, ils vont devoir monter les taux d'intérêt. Sauf que quand ils montent les taux d'intérêt pour un État, c'est-à-dire qu'il va devoir payer plus cher sur sa dette, enfin, au niveau d'intérêt, toi. Et que, en gros, je sais plus combien de trilliards raison de dette l'État américain. Non, c'est pas 30 trilliards, un truc c'est dans cet ordre de grandeur-là. Tu calcules à 5%, si tu as 5% à 30 trilliards à 5%, combien c'est je crois 150 milliards du coup environ par an à repayer rien qu'en intérêt. Et donc l'essentiel du budget de l'État va être dans payer les intérêts. Et donc la solution par rapport à ça, pour échapper à ça, ça va être juste d'imprimer de l'argent pour diminuer le taux d'intérêt, mais surtout pour en gros, c'est comment on dirait, diluer la dette et que ça a créé de l'inflation. Et donc ils sont un peu coincés, quoi. Et donc pour l'instant, ils préfèrent rien faire, continuer comme ça semble fonctionner. Il y a la théorie, vu que c'est la réserve monétaire, enfin la réserve monétaire, c'est la monnaie de réserve, ils vont toujours pouvoir s'en sortir. Mais pareil pour la France, ça devient une grosse partie du budget, ça devient payer les intérêts. Et on n'a jamais, enfin, ouais, on verra juste combien de temps ça dure, mais je pense qu'à terme, ça va pas fonctionner. Donc ma prédiction, faut donner une vraie prédiction. Après l'idée, c'est que tu pars en mode hyperinflation. Moi, je pense d'ici 2030. Qu'est-ce que j'annonce 2030 ? Putain, je me suis mis dans la merde. J'annonce 2030. Parce que justement, tout le projet de Trump et la partie tech américaine, c'est faut absolument faut qu'on croit que l'économie croisse comme pas possible, parce qu'en fait, tu t'en sors par la croissance. Et aussi de couper les budgets de l'État. Donc, tu as tout le truc d'Elon Musk, le Doge. Mais ça, est-ce que ça va vraiment se produire ? Je sais pas si ça va vraiment se produire. Là, ouais, mais je pense, en fait, tu es un peu dans la théorie des jeux où c'est très compliqué d'être la personne qui va sacrifier l'économie. Et bon, le prochain, il verra, quoi. Donc je sais pas s'il y a une vraie solution et je vais faire aucune prédiction parce que j'ai pas envie qu'il y ait un mec qui va me reprendre en 2035. T'as dit ça comme Paul Krugman. Paul Krugman. C'est ça. L'internet n'aura pas un grand impact, encore moins que le fax. Bien, écoute Paul, c'est une sage décision. On voit que tu es maintenant un influenceur avec une longue expérience. Parlons de conseils parentaux non conventionnels. Premier conseil, dis-nous, les jeux de stratégie, t'as noté. On en avait parlé un peu et l'idée que les jeux de stratégie, ça nous a quand même pas mal formés quand on était petits. Moi, j'ai joué vraiment à Age of Empires, Red Alert, tout ça quand j'avais 5-6 ans, donc très tôt. Et un autre aspect qu'on n'avait pas discuté, que je pense qui est assez intéressante, et je sais plus qui en parlait, j'ai perdu, mais que l'idée qu'en fait, les jeux stratégiques, comparé à d'autres jeux vidéo, en fait, tu as des stratégies gagnantes ouvertes, tu vois. Dans d'autres jeux vidéo, tu as une manière de gagner, tu vois. Donc, il faut que Super Mario, il faut que tu complètes le niveau. Même les RPG, toi, il faut que tu avances au travers des quêtes, et à la fin, tu as fini le jeu, tu vois. Alors que justement, les jeux stratégiques style Age of Empires, StarCraft ou peu importe, c'est à toi de réfléchir comment tu veux gagner, tu vois. Ce qui est beaucoup plus proche de la vie, en fait. Parce que l'idée, si tu vois la vie de la façon dont tu verrais un Super Mario ou autre, c'est un moment, il y a un obstacle, ça bloque, tu n'y arrives pas, tu vois. Tu es coincé. Soit tu essaies de t'acharner sur le même truc, soit tu abandonnes, toi. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. Alors que justement, jeu stratégie, l'idée, c'est vraiment toi qui crée ça. Et j'ai eu un exemple qui m'est venu en tête. Est-ce que je t'ai raconté l'histoire de Twitter, du visa et de l'ambassadeur ? Non.
Ça, c'est assez fou de se rendre compte à quel point des fois les trucs sont faciles une fois que tu réfléchis un peu différemment. C'est ma copine qui devait aller avec sa mère en France, qui a fait une demande de visa Ok. auprès de l'ambassade de France. 2 semaines plus tard, elle reçoit le truc, refusé, toi. Donc elle est en pleurs parce que c'était un rêve pour elle d'aller en France. En plus, le truc bâtard quand tu fais ce genre de demande de visa, c'est que tu dois booker l'avion et le logement là-bas, tu vois. Ce qui est quand même très particulier. Et donc elle est vraiment très triste par rapport à ça. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'il peut faire que ça pourrait changer, toi? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé l'ambassadeur sur Twitter, l'ambassadeur de l'ambassade de France en Thaïlande. Je sais plus son nom, mais gars super. Je crois qu'il s'appelait Laurent. Mais vraiment un gars très bien. J'ai regardé un peu c'est quoi ses tweets. Et en fait, c'est un ambassadeur assez typique en sens. C'était assez Amazon FBA et le Non, Palladium. non, mais un peu la fierté de la France, tu vois, la France qui doit rayonner à l'étranger, tout ça, cet aspect-là. Ouais. Et du coup, je lui ai écrit un message sur Twitter, un message sincère en disant qui est encore une fois très vrai, que vraiment, c'est leur rêve de visiter la France depuis qu'elles ont 30 ans, enfin, depuis qu'elle est née. Avant de naître, elle rêvait que de la France. Mais en gros, c'était un voyage mère-fille qui vraiment était très important pour elle. J'ai eu un peu l'histoire un peu triste et le mec m'a répondu ok, pas de souci, envoie-moi son numéro de dossier et le passeport et on va s'en occuper, tu vois. Donc on a renvoyé le passeport et c'est revenu avec le visa. Ok. Et je pense encore une fois, c'est peut-être un peu facile de lier ça au jeu stratégie, toi. Age of Empires. Voilà, mais cette idée qu'en fait, ok, ça n'a pas passé, parce que l'idée, tu pourrais, on va repostuler de même façon. Il dit, ça a encore coincé, toi. S'ils ont refusé cette fois-ci, ils vont refuser encore une fois. Il y a peut-être qu'il y a une solution totalement autre auquel j'ai pas réfléchi. C'est efficace et je pense que si tu peux appliquer cette logique dans ta vie perso et business, c'est très utile. Et encore une fois, vu que je pense que les jeux de stratégie peuvent aider les enfants à avoir ça, je vais mettre mes enfants, je pense, 5-6 ans, ça va. Tu vas le mettre sur ça quoi? va. C'est quoi? Tu peux faire le son tu sais faire le son du prêtre qui convertit. Non, tu sais pas. C'est comme les prédictions pour 2030. On va peut-être éviter. C'est ce qui est. Mais je pense que ça va jouer assez tôt. Et après, un autre conseil de parenting, de parentage, d'éducation. Tu dis pas parentalité? Un conseil de parentalité. Je pense que ça doit se dire. Un conseil de parentalité qui est pas conventionnel. Alors, j'ai pas trop de traduction. Alors, les gens vont se plaindre de l'anglicisme, mais j'ai vraiment cherché. Rough and tumble. Chahuté. Chahuté. Ok, je pense pas. Là. Donc, en gros, jouer de façon. Traduction. Moi, c'était. La traduction, c'était brutal, toi. J'ai brutal. Brutal. Pas brutal non plus, toi. Mais en gros, on remonte un peu en arrière. J'avais eu une stat comme quoi les taux d'anxiété ils explosent. Et effectivement, c'est assez spectaculaire. En gros, les filles, notamment les filles adolescentes, en 20 ans, c'est un x3 sur le taux d'anxiété. Genre x4 sur le taux de suicide, en sachant qu'ils sont pas très efficaces. Hein. Faut leur dire ça. Hein. C'est les ados filles. Forte tentative, faire faible taux de succès. C'est ça, c'est assez impressionnant, tu vois. Je sais pas ce qu'elles font exactement, mais ça fonctionne pas. Après, les garçons, pour le coup, ils sont plus efficaces. Tu vois. Ils font moins de tentatives, mais eux, quand ils font, ils se ratent pas. Bon, on devrait peut-être pas parler de sujet comme ça, mais en gros, c'est un problème, c'est que ça explose. Et d'ailleurs, c'est maintenant tout un truc, c'est qu'en fait, c'est devenu plus rare d'être mentalement en bonne santé que d'avoir des troubles mentaux. En fait. En gros, dans les adolescents américains, tu as plus d'adolescents qui ont des problèmes mentaux que ceux qui n'en ont pas. Tu vois. Ce qui est... Encore une fois, tu peux dire que c'est parce que on le mesure plus, on le mesure différemment, peu importe. Mais je pense qu'il y a quand même un vrai truc où les ados se sentent pas bien, tout simplement. Et bon, on m'avait toujours dit que, en gros, les années déterminantes pour ta personnalité, c'était entre 0 et 5 ans. Il semblerait que c'est un peu bullshit, ça, en fait. Au final, c'est pas si c'est important, c'est pas... Tu peux avoir beaucoup d'expériences après ça qui t'affectent énormément. Et là, notamment, c'est assez obvious qu'en fait, l'aspect vraiment anxiogène, ça vient des réseaux sociaux. C'est vraiment, tu vois, dès que les enfants vont sur les réseaux sociaux, boum, ça fait x3, tu vois. Le problème, c'est comment t'empêches un enfant d'aller sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu dis, finalement, plus tu le retardes, mieux c'est, tu vois. Plus peut-être que la personne sera capable de gérer ça, l'enfant sera capable de gérer ça. Mais à quel point aussi tu le prives d'être inclus avec ses amis et autres. Je sais pas si tu as déjà abordé ça, à quel point. Après, nous, ce sera dans 10 ans, ça se trouve, il y aura plus de. Les réseaux sociaux seront totalement différents. Mais toi, est-ce que tu as téléphone, c'est quel âge tu mettrais pour que tes enfants aient un téléphone? Genre téléphone, moi je dirais genre 14 ans. Mec. Ok, moi j'aurais dit 12 ans. Mais avant ça, j'aurais genre Apple Watch, tu vois. Okay. Apple Watch, c'est merveilleux. Apple Watch famille, ils peuvent avoir les messages, ils peuvent appeler, mais il n'y a pas de scrolling. C'est ça. C'est pas mal, je suis d'accord. Et probablement à ce niveau-là, bon, Siri c'est encore un peu de la merde, mais là ils sont en train d'inclure ChatGPT. Bientôt Siri, ça sera bien. Donc tu pourras lui poser des questions, il pourra te répondre, te donner de l'information, etc. Tu vois. Donc toi, tu dis 14 ans de téléphone et quel âge réseaux sociaux en même temps? Ouais, je pense qu'à un certain point, tu vois, t'as 14 ans. T'es un peu obligé, ouais. Je pense que les réseaux sociaux, c'est pas bien. À un certain point, tu vas pas.
un ado qui a 14 ans, il devrait être à peu près capable de faire ce qu'il veut. Donc je dirais ça, mais peut-être que tu vois, je suis trop optimiste. Et qu'en peut-être fait, que je vais lâcher sous la c'est pression ça. à 12 ans, tu vois. Mais fondamentalement, en fait, je pense que si tu as une Apple Watch pour communiquer, ça suffit. Et après, tu peux avoir un truc genre un iPad familial ou tu vois, un ordi, etc. Mais que tu n'auras pas avec toi Dans ta chambre, constamment. ouais. Donc tu peux communiquer, mais tu scrolles pas. Et après, tu as un endroit où tu peux consulter Internet normalement, parce que c'est important d'avoir Internet. Mais ça, quand y pensant, c'est un peu moi où j'ai quand même commencé à jouer beaucoup plus, c'est quand j'ai eu un ordi dans ma chambre. Ouais. Comparé effectivement quand tu as un ordi dans le salon, tu es plus limité. Donc c'était un truc effectivement d'éviter qu'en fait qu'il soit sur les réseaux sociaux, mais que l'accès soit plus ou moins contrôlé. Euh, et je pars sur une petite tangente aussi, mais je trouvais intéressante. C'est en fait, tu as Laurie Santos qui est passée sur le podcast d'Uberman. Laurie Santos, c'est celle qui a créé la formation, enfin c'est une formation du coup, mais de Yale ou Harvard, un des deux. Je crois que c'est Yale, qui s'appelle The Science of Wellbeing, donc la science du bien-être, et qui est le cours d'université le plus suivi au monde de très loin. Et vous pouvez le trouver gratuitement en ligne, il est vraiment bien. Et notamment, ce qu'elle expliquait, ce qui est, je pense, assez intéressant comme analogie directe, c'est qu'en fait, tu as le fait que les gens passent de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais ils se sentent de plus en plus seuls, en fait. Et de la même façon, en fait, qu'on va tendance à manger de la Parce nourriture. qu'en fait, la plupart de ce que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est pas interagir avec des gens, c'est regarder du contenu, en fait. Mais en fait, ils ont l'impression que ça comble un besoin social, en fait. De la même façon que tu vas manger des chips en pensant que ça comble un besoin nutritif, mais en fait, la nutrition, elle n'est pas là, toi. En fait. Et donc, tu continues d'en manger, toi. Mais ça va finir par arriver, toi. Et exactement la même logique pour les réseaux sociaux, où en fait, tu te fais, ça hack ton besoin de connexion, qui est un besoin primitif ancestral, sans te le fournir. Et en fait, moins ça te le fournit, mieux c'est, toi. Parce que moins ça te fournit, plus tu vas rester accroché longtemps. Et donc, en fait, et notamment, elle a tout un truc, et je pense que c'est aussi assez intéressant, sur le fait qu'on parle souvent des relations sociales proches, toi, avec ta famille, tes amis, les trucs vraiment importants, les relations sociales profondes qui ont de la valeur. Mais elle explique, c'est en fait juste tu sors de chez toi et tu as des relations sociales neutres, à légèrement positives, ça joue beaucoup en fait. Donc si tu vas voir ta boulangère, tu lui dis bonjour, elle te sourit, peu importe, en fait, ça a un gros effet sur ton bien-être, ton bonheur. Et l'explication un peu évolutionniste de ça, c'est en fait, avant tu vis dans les communautés, tu n'étais pas pote avec tout le monde, mais tu voulais que tout le monde s'entende bien avec toi et d'avoir un peu cet aspect où tu es. Et pareil, avant, si tu restais seul 5 jours, t'étais dans la merde, toi. T'étais mort, toi. T'étais tout seul dans ta cave, t'avais pas survécu longtemps. Et donc, il y a vraiment ça qui est resté un peu ancré en nous, le fait qu'on ait besoin d'être en communauté, tout simplement. Et ensuite, donc, sur ces questions d'anxiété, tous les conseils que j'ai vus, c'était assez générique. C'était pas forcément, il faut être là pour son enfant, il faut qu'il voit un psychologue, peu importe, des trucs un peu classiques, un peu chiants. Mais je suis tombé sur une étude qui est beaucoup plus intéressante et qui, en fait, fait le lien. Alors, c'est pas que sur l'anxiété, c'est aussi même sur le développement, notamment sur la mémoire aussi, entre le fait que les pères chahutent leurs enfants. C'est pas qu'on... Mais en fait, l'idée, c'est que tu joues, toi, il te tire, et tu le tires, tu le mets sur tes épaules, peu importe, un peu cet aspect-là un peu physique. Et que justement, ça diminue grandement l'anxiété à ce moment-là de l'enfant, mais aussi pour son futur. Je ne sais pas exactement quelle est la raison. Et notamment la façon de chahuter l'enfant. Ça fait bizarre de dire ça, mais l'enfant de jouer avec l'enfant. En fait, il ne faut pas laisser l'enfant gagner. Donc en fait, le fait de toujours laisser l'enfant gagner, toi qui te sautes dessus et que tu fais « Ah, t'es trop fort, machin truc », il faut se méfier par rapport à ça. Parce qu'en fait, ils disent que ça mène à des negative outcomes, donc au contraire, plus d'anxiété, moins de développement. Faut pas non plus totalement dominer le jeu. Faut pas non plus... Je tue ton enfant, coup de pied, il y a un moment, Mais en fait, justement, faut un peu de back and forth, quoi. Faut un peu d'aller-retour, que tu le laisses un peu, que ce soit lui qui est le dessus, puis que tu as le dessus, mais d'avoir cet aspect un peu, ce contact physique un peu plus dur. Et notamment, j'ai récemment regardé Le Roi Lion, pour la 4e fois, c'est trop derniers mois. Et tu as ça dans Le Roi Lion, cette scène-là, où ils jouent ensemble, le père et le fils. Et donc, ça semble être un truc qui est vraiment ancré dans le fait de jouer de cette façon-là. Et toi, Jack, comment tu l'expliques que ce soit un positif pour l'anxiété sur l'enfant? Psychologiquement, à ton avis, c'est quoi le lien par rapport à ça? Parce qu'après, l'étude a été bien faite dans le sens où ils ont contrôlé le reste, toi. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas de père. Non, dans tous les cas, il y avait un père. Dans tous les cas, le père s'occupait de ses enfants. Toi, ils ont essayé de tout contrôler. Et qu'ils ont quand même vu un impact assez énorme sur le fait de chahuter l'enfant dans son développement. Ben, après, si l'étude n'a pas de mécanisme, c'est pas sûr que j'en trouve un, mais si tu veux aller d'un point de vue purement métaphorique, il y a tout un truc dans Jordan Peterson sur l'équilibre entre l'ordre et le chaos. Et la figure du père, c'est la figure de l'ordre.
mais qui peut devenir tyrannique en fait. Il dit, ok, si ça fonctionne bien, c'est l'ordre qui te protège de ce qui va pas, mais si ça fonctionne mal, c'est l'ordre tyrannique et qui se sclérose, et en fait, c'est le vieux qui maintient l'ordre tel qu'il le veut, tu vois. Et donc, et là, on part dans des trucs purement métaphoriques, hein, mais c'est une manière de réfléchir au truc, tu vois. Quand les enfants, ils peuvent jouer un peu avec leur père comme ça, en testant leur force, en fait. En testant leur force et en voyant, ok, moi, je peux faire quelque chose ici, en fait, tu vois. C'est mon père, mais je peux essayer de jouer avec lui et il va pas que me protéger, il va aussi interagir avec moi d'une manière où moi, je peux essayer de le battre et essayer de le dominer, etc. Et en donnant cette possibilité à l'enfant de comprendre que lui-même, en fait, il est capable de jouer ce rôle. Parce que sinon, si tu le protèges tout le temps, à un certain point, l'enfant, il s'aperçoit que tu pourras pas toujours le protéger. Par exemple, les enfants sont anxieux quand ils entrent au lycée parce qu'ils ont peur que les gens se moquent d'eux ou qu'ils soient pas inclus dans le groupe. Et ton père, il peut pas t'aider. Ton père, il peut pas venir et dire soyez pote avec mon fils. Tu vois. Donc en fait, je pense qu'il y a cet élément-là où quand un enfant est jeune, il apprend que lui aussi, il peut être d'égal à égal avec son père, tu vois, et faire son propre truc. Moi, avec mon fils, tu vois. Une fois, c'est moi qui vais être le monstre, mais une fois, c'est lui qui va être le monstre. Et il me pourchasse et tout. Et c'est important pour lui de sentir que lui aussi, il peut être la personne qui domine le jeu et qui fait peur aux gens et tout le monde s'enfuit quand il grogne, tu vois. Et je pense que ça augmente un peu son niveau de confiance en lui, de se dire, je peux être à égal à ces personnes et eux, ils peuvent me chatouiller, me faire peur, mais moi aussi, je peux les chatouiller et faire peur. Et quand ils me chatouillent, je fais semblant de... Alors que les enfants ne savent pas chatouiller, c'est un truc que j'ai remarqué. Ils sont très chatouilleux, mais ils comprennent pas du tout comment ça marche. Ils disent tickle, tickle, mais ils sont pas au bon endroit. mais tu fais semblant de chatouiller pour te montrer qu'eux aussi peuvent avoir un impact. Par contre, ça, sur toi, chatouiller, en fait. je pense que c'est génétique aussi. Parce que j'ai mon fils qui est super chatouilleux, mais pas du tout. Donc, je pense que c'est un truc génétique. Et moi, les deux sont ultra moi, je suis pas du tout chatouilleux. Okay. Donc, il y a un truc génétique. Je sais pas quel gène détermine ça. Qui a survécu à l'évolution pour une raison ou une autre. C'est chelou quand tu penses. Pourquoi? Prochain épisode, où le chatouille. Parce que c'est vrai qu'on a. C'est un point de faiblesse qui est nul, quoi. Ouais. Tu te bats contre un lion, il y a la queue qui est là. Ah, merde, arrête. C'est pas du jeu. C'est un peu nul. Ok, on avait parlé plusieurs fois de comment apprendre à lire aux enfants. Avec un article que j'avais partagé, tu t'avais dit comment toi tu le faisais. D'ailleurs, mon progrès, il est zéro depuis. En fait, il y a un moment, ça l'a fait chier maintenant. J'arrive plus à le remettre dessus. Moi, j'ai fait une première tentative où j'ai acheté des lettres, tu sais, avec des aimants, en me disant, ok, je vais faire les mots avec les aimants, les sons, etc. Ça n'a pas marché parce que j'ai fait l'erreur de laisser les trucs sur le frigo et 2 semaines plus tard, j'avais perdu la moitié des lettres. Et dans un sens, c'est un peu chiant parce que à chaque fois que tu composes les mots, ça prend pas mal de temps. Donc j'ai simplifié. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des petites cartes en carton, exactement comme des cartes de visite, mais qui sont vierges. Et dessus, j'ai écrit toutes les lettres pour apprendre les lettres une par une sur les sons. Et après, j'ai commencé à écrire des mots dessus. Et après, je lui fais, en fait, du coup, c'est très rapide parce que c'est des flashcards. On fait, ok, on va en faire 10, tac, 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 tac. Et c'est beaucoup plus rapide. Et surtout, les cartes sont répétitives. 2 choses que j'ai remarquées. Le premier, c'est qu'on te dit, ok, la meilleure manière d'apprendre aux enfants, c'est d'apprendre les sons phonétiques, etc. Et en fait, comme toi, tu avais remarqué, c'est assez dur pour eux. Où en gros, de s'associer. En gros, t'as Kim, elle connaît Kim. K-I-M. Et après, je lui montre Kit, K-I-T, tu vois. Et elle a du mal. Je lui dis, ok, donc c'est comme Kim, mais maintenant, il y a un T à la fin. Et elle a du mal à le choper. Et le côté phonétique vient pas aussi naturellement que ça. Par contre, et ça, je pense que c'est la manière dont on lit pour de vrai. Ouais, quand tu lis, tu décodes pas les mots, tu te souviens en fait. Tu reconnais les mots, tu les connais par cœur. Ouais. Et donc, elle connaît tous les mots par cœur. Parce qu'au départ, tu vois, elle connaît son nom. Mais son nom, il est trop compliqué. Elle ne peut pas le lire de manière phonétique. Et elle connaît mon nom et elle le lit encore moins de manière phonétique, tu vois. Le problème de connaître les mots par cœur, par contre, effectivement, c'est à quel point, du coup, tu peux lire de nouveaux mots, toi. Bah, je pense qu'après, c'est un truc qui se généralise, en fait. Mais que peut-être que tu commences pas bottom-up en apprenant les lettres et après en composant les syllabes et après en comprenant les mots. En tout cas, dans ce cas-là, ce qui est beaucoup plus efficace, c'est qu'en fait, elle reconnaît les mots et en fait, elle peut reconnaître des dizaines de mots, mais je pense qu'à un certain point, tu peux reconnaître des centaines ou des milliers de mots. Et après, par ça, tu généralises sur, ok, voilà les lettres, etc. Par exemple, quand elle voit un mot qui commence avec B, par exemple, elle dit « Ah, c'est comme Brian », parce qu'elle connaît Brian. Ouais. Tu vois. Et donc, elle a compris, moi, la première lettre, la première lettre, c'est comme Brian, donc c'est B. Après, bon, B, elle le connaît, tu vois. Mais je pense que pour les syllabes, comme ça, tu généralises de cette manière. Le deuxième truc que j'ai compris, et c'est assez con, c'est que je lui demande quel mot elle veut apprendre. Parce qu'au départ, je me dis « Ok, il faut que ce soit phonétique ». Donc, en gros, si j'ai Kim, parce qu'elle connaît Kim, donc je vais mettre Kit, je vais mettre Kip, je sais pas,
ça n'a pas beaucoup de sens, mais si elle a cat, je vais mettre pat, je vais mettre hat, tu vois, tous les lettres en me disant je vais varier en faisant des mots simples. Le problème, c'est que ce n'est pas des mots qui l'intéressent particulièrement. Et en plus, je lui dis, ok, c'est kit. Mais elle dit, mais ça veut dire quoi, kit, mec? Je suis pas un kit de survie. Tu vois, ça veut rien dire, donc ça lui parle pas. Donc en fait, au lieu de faire une approche purement dérivée sur la phonétique, je fais une approche basée sur elle, ce qu'elle veut apprendre. Donc déjà, c'est les noms de toutes les personnes qu'elle connaît. Donc elle peut lire les noms de toutes les personnes qu'elle connaît. Et après, maintenant, on fait les princesses, tu vois. On fait les princesses des différents films. En fait, elle peut lire des mots assez compliqués parce qu'elle apprend à les mémoriser. Et elle peut en mémoriser plein. Et là, pour le coup, du coup, là, dans ce cas-là, elle apprend plus tous les sons. C'est directement le mot en tant que elle connaît tous les sons, les lettres individuelles. Ah, mais pas si tu montes princesse Sophia ou je sais pas quoi, là, c'est Sophia, elle va reconnaître ou elle va apprendre le SO, PH. Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, tu lui montres un mot crocodile, il va reconnaître. Mais en fait, du coup, tu as totalement l'idée d'apprendre les sons. Moi, je fais un peu un mix. Donc, elle connaît les lettres individuelles. Elle connaît déjà toutes les lettres individuelles. Ouais. Ce qu'elle a du mal, c'est pour les composer. Donc, s'il y a un nouveau mot et elle a jamais vu cat, et je lui montre cat, elle connaît le k, elle connaît le a. Pareil, ouais. Mais elle va pas dire ok, cat. Cat, c'est ça le problème. Tu vois. Et peut-être que ça, c'est un truc qui vient un peu plus tard. Mais en fait, ça l'empêche pas de pouvoir faire. En fait, tu fais les deux en même temps, presque. Moi, je fais un peu les deux en même temps. Parce qu'en fait, la capacité à reconnaître des mots, j'ai remarqué la capacité à reconnaître des mots, surtout sur les noms, parce qu'en fait, elle peut reconnaître son nom, celui de son frère, tu vois, et je savais qu'elle n'avait pas tous les syllabes en fait pour les reconnaître. Donc je me dis, ok, il y a un autre truc, il y a un système parallèle qui fonctionne sur les mots complets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as ce système parallèle, en fait, c'est assez simple de commencer à lire des phrases. Parce qu'une fois que tu connais son nom, une fois que tu connais, tu ajoutes quelques mots, des verbes, etc. simples, et après tu dis. Charlotte is happy, tu vois. Et en fait, elle peut lire une phrase assez simplement. Moi, j'en suis pas encore exactement là, mais je pense tu vois, c'est pas trop compliqué d'y arriver. Et elle peut commencer à comprendre des phrases et commencer à s'enchaîner. Et après, effectivement, tu apprends les mots individuels, mais c'est vrai que le truc phonétique qui a l'air ultra intuitif d'un point de vue adulte, ok, il faut qu'elle apprenne les sons et après elle va les combiner. En fait, pour eux, ça se combine pas. Non, c'est pour ça qu'on a un peu arrêté parce qu'on a un peu bloqué là-dessus. Parce que moi, je pensais qu'il avait compris le phonétique. Ouais. Mais en fait, il sait exactement ce que tu as dit. Ce qui s'est passé, c'est juste qu'il lisait tous le mot complet, tu vois. Donc, en fait, il mettait pas les deux ensemble. C'est juste qu'il avait compris. En fait, c'était un niveau un peu, je dirais quoi, comme mot en 2 syllabes facile. Je regarde trouver un mot en 2 syllabes. C'est comme ça, peut-être. Bonjour. Pareil, on va dire Mary, tu vois. Il est capable de dire c'est ma, i, c'est ri. Et après, tu mets ensemble. Et en fait, il reconnaissait juste le nom Mary et il disait Mary, tu vois. Mais sans mettre. Moi, du coup, il me feintait, tu vois. Et donc, quand j'ai essayé vraiment d'insister, c'est là que je sentis que ça lui faisait un peu chier. Donc, en fait, abandonner ça et te dire, bon, ok, on va travailler sur les mots en tant que tel, je pense que c'est intéressant. En tout cas, pour elle, c'est beaucoup plus facile. Un mot, elle l'a vu 3-4 fois. Elle l'a. Mais le mot, elle le reconnaît quand même sur les lettres, tu vois. Donc, elle a un sens des lettres, de comment elles se combinent, mais qui est moins explicite. Et en fait, c'est comme ça que nous, on lit. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être pas forcément. Je sais pas si tu as déjà fait le test où ils inversent des lettres dans les mots. Ouais, en fait, tu arrives à lire normalement. Parce que tu le lis normalement. Tu lis le mot dans son ensemble, En fait, tu le lis à un niveau plus large. C'est aussi dans Scott Alexander, il adore faire un truc où il te dit, dans la dernière phrase, il avait marqué the, mais tu t'en es pas aperçu. Il y avait 3 fois le même mot, mais en fait, comme tu lis la phrase de manière générique, tu t'aperçois pas. En fait, parce que tu ne lis pas mot par mot, lettre par lettre, tu comprends le truc et tu t'aperçois même pas qu'il y a un mot qui est répété. Il y a un dernier participant à notre conseil à notre section sur les conseils de parentalité non conventionnels, Vladimir Poutine. Dans une enquête récente, on a découvert le nom de 2 enfants qui avaient été jusqu'ici cachés de Vladimir, Ivan et Vladimir. L'article écrit entre parenthèses, devine qui est le préféré de papa. C'est un peu dur quand t'es Ivan Poutine et ton frère s'appelle Vladimir. Ils habitent dans un espèce de compound avec personne qui rentre, sauf des agents des services secrets et des tuteurs qui viennent. C'est un peu les rois du monde. Ils ont des petites voitures où ils peuvent se déplacer, ils marchent jamais. Ils font du sport toute la journée apparemment parce que leur mère est gymnaste et apparemment on les entraîne pour devenir eux-mêmes sportifs de haut niveau. Avec leurs parents, mais du coup ils passent du temps avec Poutine. Comment ça se fait qu'ils sont... Apparemment Poutine est parfois là le soir et de temps en temps il vient les voir le week-end. Et on découvre que maintenant ça me paraît parce qu'on sait déjà qu'il avait 1 ou 2 filles, qu'il y a une qui vit à Paris, un truc comme ça, ou à New York, je sais plus. Mais du coup comment ils ont caché. Est-ce que c'est sa femme de base, non, la gymnaste, ou c'est une autre Non, je pense que c'est pas sa femme. Je crois que sa femme c'est déjà une gymnaste ou qu'il aime bien les gymnastes. Je crois qu'il avait une femme dans les années 80, là il a une nouvelle. Donc ils ont des enfants. On savait qu'il avait des enfants, des fils, mais personne ne savait à quoi ils ressemblaient ou comment ils s'appelaient. Donc leur identité était cachée, mais leur existence était connue, je crois. Donc voilà, ils restent dans la maison. Comme Vladimir Poutine, ils ont leur propre verre et ils ne boivent que dans leur verre. Ce qui semble, pour pas qu'on les empoisonne du coup, ce
Ce qui semble assez bizarre, mais en fait, mes enfants font la même chose. Ils ont un verre avec leur nom et ils boivent que là-dedans, un verre en plastique. Et si l'autre prend le verre avec leur nom, alors là, c'est impossible. Scandale, ouais. Même le petit qui a 2 ans, il sait quel verre a son nom et lequel n'est pas à son nom. C'est un scandale, c'est très compliqué. Et donc, du coup, ils sont principalement élevés par des agents, des services secrets et des tuteurs, des profs particuliers. Donc, c'est les rois total. Ils ne sont jamais sortis presque de la maison. Et tout ce qu'ils veulent, c'est fait. Il n'y a que Poutine qui peut leur dire quoi que ce soit. Mais évidemment, il est pas toujours à la maison. Donc, voilà. Et à ton avis, est-ce que c'est une bonne manière d'élever des enfants? Comment est-ce que des enfants qui grandissent comme ça finissent? Ah, tu sais, c'est assez intéressant le fait qu'on leur dise jamais quoi faire. Parce qu'en fait, ce qu'il note dans l'article, c'est que l'idée, c'est qu'il veut leur inculquer l'idée qu'ils sont exceptionnels, tu vois, qu'il n'y a personne qui puisse leur dire quoi faire. En fait, c'est un truc qui remonte à très longtemps. Et qui a été même, ils en parlent beaucoup dans les écrits, notamment l'Empire romain. C'est comment tu gères les deux. Parce que d'un côté, tu veux que les fils de la noblesse plutôt, se mettent pas au même niveau que dans le cap, leur nounou, ou même leur tuteur, tu vois. Leur tuteur est censé être en dessous au final. Mais d'un point de vue, mais tu veux quand même pas, justement, tu veux qu'il reste quand même, qu'il ait certaines valeurs, que c'est un truc de courage, machin truc. Comment tu gères les deux? Et en fait, ce problème-là, il a continué longtemps. Notamment, on pense souvent que, anciennement, toutes les éducations devaient être assez dures, toi. Qu'avant, c'était à la dure et que c'est assez récent, l'idée de l'enfant roi. Mais t'as Montaigne, qui, du coup, a beaucoup écrit, il a écrit beaucoup, notamment sur son enfance, où lui, justement, c'était une enfance où personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit, il faisait ce qu'il voulait. C'était une sorte un peu de Montessori avant l'heure. Il avait 6 tuteurs différents. Il pouvait parler à ses différents tuteurs comme il voulait. Tout le monde dans la maison devait lui parler qu'en latin. Donc ça aussi le fermait de pas mal de personnes. Donc sa langue natale... Enfin, et d'ailleurs, il y a tout un truc où... Sinon, parce que c'est écrit au 15e siècle, mais il explique un peu ses problèmes de... Il n'y avait pas de thérapie à l'époque, mais il explique, je crois que c'est un truc comme quoi sa mère parlait pas latin, donc il ne pouvait pas lui parler, un truc comme ça. Okay. Et son père, son latin n'était pas très bon, donc ils n'avaient pas beaucoup échangé. Donc en fait, il avait une relation très dépendante avec un de ses tuteurs qui lui parlait bien latin. Mais autrement, il faisait ce qu'il voulait, tu vois. Et donc, ouais, je trouve ça intéressant que ça a été toujours on a tendance à penser que c'était un peu une courbe où on est passé de l'éducation la plus dure possible à un truc enfant roi, alors qu'en fait, il y a eu des va-et-vient. Et sur le fait que personne puisse engueuler, moi, je suis assez contre. Moi, je suis un peu l'opinion, si dans un playground, dans un aire de jeu, t'as un enfant, y compris le mien, qui a un sale garnement, qui s'amuse à pousser les autres, que n'importe quel parent puisse lui dire t'arrêtes ça tout de suite, toi. Je pense qu'il y a besoin un peu d'une autorité collective quand un enfant sort des... Après, où est-ce que tu vas, tu vois? Si par contre un autre parent commence à taper, là tu bloques un peu. Tu bloques un peu plus qu'un peu quand même. C'est plus qu'un peu, toi. Là, c'est pas acceptable. Mais moi, une fois, j'y suis passé à ça, toi. Pareil, en fait, tu vois un gamin qui s'amuse à pousser tous les... Ouais. Un gamin, il fait 2 têtes de plus que tout le monde et il s'amuse sur le truc à pousser tous les gamins, tu vois. Et t'es là, t'as envie de le choper, toi. Donc, et je me dis, ce serait pas plus mal, toi, qui est action-réaction, tu vois. Mais il y a cette convention sociale que tu peux pas frapper l'enfant des autres, toi. C'est quand même malheureux. Hein. Ce qui est malheureux, toi. Mais du coup, toi, c'est quoi ton opinion sur... Est-ce que tu penses que ça va faire des enfants heureux, épanouis? Bon, du coup, le mec qui a écrit cet article a un takeaway incroyable. Il dit, en fait, c'est exactement la même enfance que Bouddha. Okay. Sauf qu'un jour, Bouddha, l'éducateur de Bouddha, c'est Siddhartha, il est dans la maison, enfin, il a une enfance comme ça. On lui épargne, en fait, toute vision du monde extérieur. Donc, il pense que le monde est un espèce de paradis extérieur. Mais un jour, il sort de chez lui et il découvre qu'il y a des gens qui sont pauvres, il voit des mendiants, il découvre qu'il y a des gens qui sont vieux, il découvre que la vieillesse, ça existe, et il découvre que les gens meurent. Il voit une personne qui est en train d'être amenée sur le bûcher, tu vois, pour un cadavre, quoi. Et ça lui fait un choc énorme, et donc après, il va partir dans une quête, etc. Je trouvais le takeaway du mec qui a écrit l'article assez incroyable. Après, sinon, à mon avis, t'as pas envie qu'un mec comme ça succède à Vladimir Poutine, quoi. Parce qu'à la limite, Vladimir Poutine, tu vois, c'est un gars, il est peut-être despotique et tout, mais il a quand même un sens de la réalité, tu vois. C'était un mec normal au départ, et c'était un peu un agent. D'ailleurs, Lev Blum, pour le coup, ce qui est fou, c'est qu'il est devenu président de la Russie à 40 ans. Et en fait, avant ça, il a eu un passif. Parce que généralement, tous les mecs comme ça commence très tôt, tu vois. Lui, il n'a pas fait grand-chose jusqu'à 30 ans, c'était un loser, tu vois. Ouais. Et c'est assez fascinant que justement, il a été choisi, sélectionné. Il y a un très bon bouquin sur une très bonne biographie de Poutine. Il a été sélectionné quand il a 40 ans parce que Gorbatchev, je suis sûr que c'est Gorbatchev, il allait se faire jarter. Donc, il l'a mis à la place pour se faire ensuite prendre un pardon au passage pour éviter d'aller en prison. Et il s'est dit, ce mec-là, ouais, c'est un mec, il est inoffensif. Tout le monde s'en fout de lui. Il va pas rester très longtemps, on va le contrôler. Et en fait, on est 25 ans plus tard, on voit le résultat, quoi.
Comme quoi, quand l'opportunité arrive et que vous pouvez être dictateur à vie, c'est là qu'il faut la saisir. Faut la saisir. Bah, Un bon bonne message. success story. Dernière chose. J'avais parlé dans l'épisode du bilan de l'année de mon défi de janvier. Donc en fait, j'avais l'idée de dire, ok, je sais pas, j'avais envie de tester un peu des trucs au niveau du lifestyle. Donc en janvier, ce que je fais, c'est je fais un mois sans internet, en gros, sauf pour travailler, sans lire, y compris des livres, et sans musique. Ça, les musiques, c'est inspiré de toi. Je travaille maintenant sans musique. L'autre jour, il y avait trop de bruit, alors j'ai été sur Spotify, j'ai tapé Pink Noise. Autorisé. C'est le bruit de l'avion, ça fait... C'est la seule musique qui est autorisée. Sinon, ouais, je suis sans musique. Parce que tu m'as fait flipper. Tu m'as dit, moi j'écoute de la funk pour travailler, ça me crame le cerveau. Et moi aussi, mec, j'écoute de la funk pour travailler. Après, honnêtement, la musique, je l'inclus parce que je sais que ça trigger beaucoup les gens. Quand j'avais fait la dopamine détox, mais la musique, c'est le sens de la vie et tout. Moi, la musique, je m'en fous complètement. Les trucs sur lesquels moi je passe le temps, c'est un peu de YouTube. Je lis beaucoup d'articles, de newsletters et tout. Ça, j'ai cut. Ta cote, ok. Je cut tout la lecture. Et les livres aussi. Parce que la dernière fois que je l'avais fait, ça avait trop bien marché, j'étais trop content. Mais j'avais encore les livres et j'avais les livres audio. L'idée la dernière fois, c'était de se dire, ok, on va diminuer le niveau de stimulation en faisant juste livre audio et en arrêtant, par exemple, les podcasts, qui sont la version plus stimulante du livre audio, et les articles, qui sont aussi une dopamine plus rapide. Mais en fait, ça avait très bien marché. Je crois que je l'avais fait il y a 2 ou 3 ans. Ça avait très bien marché. Je l'avais fait en 2022, c'était il y a 3 ans. Mais en fait, je me suis dit, c'est bon, je l'ai fait, tu vois. Je peux pas refaire un truc que j'ai déjà fait. Donc, je l'ai jamais refait, alors que ça avait vachement marché. Alors, je me dis, ok, comment je fais le niveau au-dessus pour pouvoir, je sais pas, tester un nouveau truc, tu vois. Donc là, en fait, je lis pas. Donc là, on est... 4e jour. On est que le 4 janvier, donc pour le moment, ça va, tu vois. Est-ce que tu sens déjà un petit effet quand même? En effet. Ouais. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que, un truc con, mais ce matin, je me suis levé un peu en avance. Je me levais genre à 6h15, tu vois. Normalement, si je me lève à 6h15, je me dis, très bien, je suis en avance. Allez, je vais lire quelques articles et tout. Et puis après, finalement, je commence à 9h, tu vois, à bosser. Et là, du coup, je me suis levé. Et j'étais en mode, du coup... et personne n'est réveillé. Juste debout dans ta chambre à la table, je fais quoi, merde? Personne n'est réveillé et tout. Donc, je me suis mis directement à bosser. Et finalement, j'ai commencé à bosser 2 heures plus tôt que ce que j'aurais fait autrement, tu vois. Et pareil, l'autre jour, j'ai arrêté de bosser. J'ai fini. Et normalement, j'aurais été en mode, très bien, je vais regarder un peu un truc sur YouTube et tout. Et là, j'étais genre assis dans mon jardin à bouffer un truc. Et genre, voilà. Après, honnêtement, jusqu'ici, ça va. En plus, on a plein de familles qui sont là, tu vois, c'est la fin des fêtes, on a plein de familles, on est occupé, etc. Donc, j'ai pas encore eu ce moment de solitude totale où je me dis, putain, il est 16h, j'ai plus envie de bosser et je sais pas quoi faire du reste de ma journée. Ou je pense que le soir aussi, tu vois, quand les enfants sont couchés, entre le moment où les enfants sont couchés. Pas lire. Ouais. Et là, normalement, je lis. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Regarde ta copine. Ouais, mais on va voir. C'est là où ça va être intéressant, tu vois, parce que ça me pousse. En fait, tu vois, juste tant que tu peux lire, t'as toujours un truc à faire. Quand t'as rien qui peut entrer, t'es en mode, si ça se trouve, je vais devenir un mec social, mais que ça se trouve, d'un coup, je vais dire, tu veux pas aller boire un coup et tout, tu vois, ce qui m'arrive jamais. Donc, on va voir, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est mon expérience sur le mois de janvier. Après, j'aurai une autre expérience sur le mois de février et de mars. Du coup, je tiens à m'excuser pour les gens qui, dans les commentaires, qui sont tristes quand l'épisode dure moins de 2 heures. Il va falloir qu'on ait des invités. Parce que là, comme je peux pas lire, j'ai plus de mal à trouver des sujets pour le trilliard. On va avoir des invités sur les prochains épisodes et ça devrait aller. Et Paul est venu pour moi avec un très bon sujet sur le sport. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.